Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 262 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, c'est l'heure du grand bilan des finales NBA. Bon, eh bien voilà, j'espère que vous allez bien pour aujourd'hui, ce dernier numéro officiellement de la saison 2024. Et oui, puisque aujourd'hui, bilan des finales d'un point de vue tactique, plus aussi on dézoome pour parler de plein de petits sujets, vous allez voir la continuité, Jaylen Brown versus Jason Tatum, etc. Mais je voulais aussi en profiter rapidement pour vous dire merci pour ces playoffs, parce qu'on a vécu des très beaux playoffs ensemble, mine de rien, et puis une très belle année de toute façon aussi, avec l'hebdo, etc. Mais même sur les playoffs, c'est officiellement aujourd'hui la fin des playoffs, donc merci à vous. J'en dis pas plus, et donc aujourd'hui on reçoit un spécialiste, puisque c'est Azad de QI Basket, mais aussi du podcast Le Trèfle que vous connaissez, donc analyste, généraliste, mais aussi donc spécialisé dans les Celtics. Azad se joint à nous pour faire ce bilan des finales NBA. Et puis, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, le grand bilan des finales 2024, Boston Celtics champion. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan des finales NBA 2024. On a beaucoup parlé, mais on va faire le bilan, ça y est. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Enfin, le retour de quelqu'un, un invité. Enfin, Azad, comment vas-tu, Azad ? Eh ben, ça fait super longtemps. Ça fait au moins 2 semaines et tout va bien. Ça va comme un champion NBA au final, on peut dire ça. Comme un champion, évidemment, puisque Azad, vous le connaissez de QI Basket, et puis Azad aussi du Trèfle, évidemment, le podcast et le média, même pas qu'un podcast, hein, le média sur les Celtics désormais, puisque vous faites plus que des podcasts. C'est vrai qu'on est devenus maintenant des monteurs vidéo d'une grande qualité, mais non, ouais, on s'est amusé à lancer une chaîne YouTube et on fait un peu on essaye de décortiquer un peu des matchs de manière assez brute, hein. Il y a peu de montage, c'est juste un petit peu genre regarder des actions et j'essaye de pointer du doigt un peu des choses qui se passent sur le terrain. Et du coup voilà, et puis du coup c'était l'occasion d'ouvrir une chaîne YouTube aussi parce qu'il y a pas mal au final de trafic sur YouTube entre guillemets, et du coup voilà, puis du coup ouais, on est devenu un média à part entière et plus seulement juste un podcast. Ça y est, on grandit. C'est une très bonne idée, ça, de lancer des images et de commenter avec une grosse souris à l'écran. C'est vraiment excellente idée, Azad. Je vais te piquer l'idée, je pense. Mais non, alors ça va, t'es content vu que, bon, comme dit, hein, Ouais. Les gens te connaissent, analyste, généraliste, etc., blablabla. Mais non, mais tu es aussi fan de Boston, donc on peut aussi commencer par ça. Tu es quand même assez content aujourd'hui, même si tu es peut-être le plus blasé des fans de Boston. C'est peut-être le côté justement, peut-être le côté analyste qui prend le pas petit à petit. Tu vas devenir mercenaire comme moi peut-être un jour, mais t'es quand même un peu fan, donc t'es content. Ouais, je pense que c'est surtout le départ de Marcus Smart plus que l'aspect généraliste qui a pas mal un peu entaché un petit peu l'enthousiasme de la victoire, franchement. Mais faut avouer que arrivé en finale, j'ai été repris un petit peu de ma partie fan qui était un peu de côté depuis le début des playoffs. Parce que je pense que j'étais pas vraiment inquiété par les autres équipes, alors que Dallas, je me suis peut-être un peu plus posé des questions. Mais en réalité, c'était peut-être même pas l'adversaire le plus compliqué. Donc voilà, non, très, très content. Plus soulagé que content en réalité. Plus, bon, ça, c'est fait et on peut passer à autre chose, quoi. Un peu l'impression que Boston avait surtout à perdre plus qu'à gagner, quoi, dans le sens où ils étaient favoris, quoi. Donc c'est soulagement plus que genre l'exploit monumental, le miracle, et ce sentiment-là, quoi. Ah oui. Oh ouais, clairement. Bah, de toute façon, c'est ça depuis le début de la saison et même, je dirais, depuis la signature du super méga max de Jaylen Brown. Il y avait un peu ce truc-là de genre, vous avez intérêt de gagner rapidement parce que la situation contractuelle un peu de l'équipe pourrait être très compliquée à gérer, genre 2025-2026. Donc, il y avait un peu un truc de genre, c'est cette année ou jamais. Et du coup, quand il y a un cette année ou jamais et que ça fonctionne, bah c'est plutôt soulageant, ouais.
Ouais. Bon, alors, ceux qui se posaient la question aussi, hein, qui avaient préparé le bingo, donc le nom de Marcus Smart a été évoqué au bout de 45 secondes. Hein. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est fait. Non, mais c'est vrai que Alors, tu sais que moi, entre le titre numéro 17 et le numéro 18, j'ai eu le temps de découvrir la NBA, être fan des Celtics, puis ne plus être fan des Celtics, devenir un mercenaire. Et puis voilà, parce que je fus fan des Celtics il y a longtemps, avec Rajon Rondo et Ray Allen, mais ça fait bien longtemps que je ne suis plus. Mais c'est vrai que voilà, tout le monde, comment dire, tout le monde se moquait un peu des Celtics parce que justement, c'est le truc de 18 bannières, mais en même temps, il n'y en a que une depuis 30 ans, quoi, c'est ça, un truc comme ça, non? Depuis à la télé couleur, c'est ça l'argument sur Twitter. Ouais, il y en a, je crois que c'est la quatrième en couleur, quoi. Parce que du coup, il y en a deux dans les années 80 avec Bird, deux ou trois dans les années 80 avec Bird, je 3, sais ouais. jamais. Ouais, trois Ouais. avec Bird et du coup, une en 2008 et maintenant une en 2024. Bon, bref, ça y est. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est la petite guerre, tu sais, entre Lakers et Boston qui se tire Bon, la c'est bourse pas sur le vraiment... nombre de titres. Oui, bon, bref, Minneapolis, Bah, c'est bref. ça. Ouais, T'as une franchise qui a tout gagné, qui en a gagné 11 dans les années 60 et l'autre qui a déménagé. Mais enfin, bref, c'est toujours très marrant. Donc, bref, on est là pour parler, faire un bilan de ces finales. Tu as pas plus de promos à faire. Tu as déjà tout balancé sur le trèfle. Hein, c'est ça, on est d'accord. On peut retrouver tout ton travail là-bas. Mais ouais. donc, attaquons sur ces finales. Alors, est-ce que Boston a volé un titre ou pas, Azad? Je pense qu'on peut dire que Minnesota a offert le titre à Boston. Je pense que c'est une meilleure formulation. Est-ce que c'est pas Jamal Murray qui a offert ce titre-là à Boston, en un sens? Oh, je pense que ce serait diminuer le travail de Minnesota, qui était en plus une équipe qui était faite pour se faire cueillir par Dallas derrière, donc ils ont vraiment juste servi de pion, en fait, pour sacrifier. En fait, oui, ils se sont sacrifiés pour tuer Denver, et derrière, nous, on n'avait plus qu'à récupérer un petit peu les lauriers, donc c'est pas plus mal, mais oui, j'ai toujours les doutes que j'avais. Je pense qu'on en a pas mal discuté tout au long de la saison. À travers les différents hebdos et même on a fait différentes previews. Je pense que tous les doutes que j'avais sur Boston ont pas été effacés, mais ils ont pas été testés entre guillemets sur cette saison. Parce que après, si on regarde un peu en arrière sur les dernières années, il y avait des similarités dans le groupe et le groupe a évolué depuis 2 ans. Mais sur le groupe de cette année, les doutes que j'avais sont pas du tout effacés. Ce qui d'ailleurs pose beaucoup de questions sur la continuité pour l'année prochaine. Mais peut-être qu'on en parlera à la fin du podcast de c'est Ouais. quoi la suite. Mais non, ils ont pas volé le titre. Sincèrement, je pense qu'il y avait qu'une ou deux équipes qui pouvaient les battre sur une série de 7 matchs entre guillemets. Mais ils les ont pas affrontés. Donc c'est pas, voilà, ça arrive hein, dans tout. C'est comme l'année dernière avec Denver. Enfin, c'est comme bien souvent au final l'équipe qui gagne le titre NBA, c'est pas forcément la meilleure, c'est celle qui a eu un petit peu le parcours parfois le plus adapté, les match-ups les plus adaptés et qui a réussi à du coup à en profiter quoi. L'équipe qui gagne le titre, c'est pas forcément la meilleure, c'est juste celle qui gagne 16 matchs de playoff. Voilà. Bon, bon non, ma question était un peu troll. Tu as commencé à y répondre sérieusement, mais effectivement, peut-être on en parlera à la fin. Mais restons sur les finales, bilan tactique de ces finales NBA. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Je sais pas de quel côté du terrain tu veux aller. D'abord, attaque de Boston ou défense de Boston, ou enfin, attaque de Las. De quel côté est-ce que tu veux aller? Comment est-ce que donc Boston a réussi à gagner 4-1 cet affrontement? Et ben, à ma grande surprise, en faisant des drives. Je pense qu'on a répété tout le long de l'année que Boston était une équipe qui faisait pas beaucoup de drives justement et que ça allait pouvoir potentiellement leur poser problème en playoff parce que du coup tu dois créer de l'attaque avec ça. Et c'est vrai que pendant les playoffs, enfin pendant la saison régulière justement, ils étaient à 39 drives par match. Et il y a un truc qu'il faut savoir avec les drives, c'est que c'est pas forcément pour générer des tirs. Donc sur les 39 drives qu'ils faisaient en saison régulière par match, il y avait 18 tirs et il y avait une quinzaine de passes, ça engendrait une quinzaine de passes. Et là, pendant ces finales NBA, du coup, le nombre de drives passe de 39 à 52, donc déjà c'est énorme, mais le nombre de tirs passe seulement de 18 à 19. Donc en Ouais. fait, tu fais, je suis pas très bon en maths, mais 13 drives de plus par match, et il y en a seulement un de ces drives-là qui se transforme en tentative de tir.
Et par contre, le nombre de passes qui a explosé. Parce que le nombre de passes, il est passé de, du coup, 15 passes sur drive en saison régulière par match à 24. Et je trouve que c'est un des trucs qui a été le plus appuyé par Joe Mazzulla. Il y a un moment, je crois, dans le game 2 ou dans le game 1, où ils font ces espèces de sessions un petit peu mic'd up, où on peut écouter les coachs pendant les temps morts. Et il dit aux joueurs de Boston, si vous vous retrouvez en 5 contre 5, essayez pas de jouer rapidement, essayez plutôt d'utiliser d'ailleurs de respecter notre pacing et de l'optimiser. Et ensuite, essayez pas de faire un home run. Donc en gros, essayez pas une tentative désespérée sur le premier drive. Il faut driver une fois, il faut driver deux fois, il faut driver trois fois. Et au bout d'un certain moment, le bon tir, en tout cas la fenêtre de tir viendra. Et du coup, bah, je pense que c'est peut-être le changement numéro un qu'il y a eu comparé aux séries précédentes et même comparé à la saison régulière. Après, je pense que c'est aussi permis par une défense de Dallas qui a eu du mal à contenir ses drives, tout simplement. Bah, après, c'est là où effectivement il faut faire la différence entre les drives, comme tu dis, et donc les fois où tu vas vraiment toucher la peinture, donc la Mm. raquette, hein, quand tu pénètres dans la raquette avec la balle, donc voilà un drive, et le nombre de tirs pris au panier. Parce que c'est vrai que paradoxalement, et c'est un peu marrant, mais finalement, tu regardes le profil de tir de Boston, Il a pas trop bougé. ben, ça a pas trop bougé, exactement. Alors, sauf le dernier match, Ouais. on en reparlera peut-être, ce qu'a fait Mazzulla, mais globalement, tu as un peu ce truc depuis des années, et nous-mêmes, on le répète, bon, mais Boston, leur faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de driver, ça ronronne un peu dans le périmètre, ça prend des pull-ups, et face à des défenses d'élite, bah, ça va pas au panier, etc., etc. Et donc, voilà, Boston ne pourra pas gagner s'ils font pas un peu évoluer leur régime de tir. Là, tu regardes sur les finales, le régime de tir, bah, il est pareil, quoi. Et même pire que d'habitude, c'est-à-dire que très très peu de tirs au panier, à part les Ouais. matchs 5 et 2 aussi un peu, mais parce que Dunker Spot, etc., on va y arriver. Mais donc très peu de tirs au panier et toujours la moitié de leurs tirs, voire plus, qui sont pris à 3 points. Donc en fait, paradoxalement ou ironiquement, en tout cas, c'est les Boston Celtics de d'habitude, quoi. C'est pas, il y avait ce reproche de ouais, le 3 points pour le 3 points, tu vis et tu meurs avec le 3 points, ça trop de 3 points. Et en fait, non, parce que c'est le même profil de tir que d'habitude, ça n'a pas trop changé. Par contre, en effet, c'est là il ne faut pas s'arrêter, comme tu dis, seulement à ce régime de tir, parce que, enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais j'ai trouvé que, en effet, comparé aux années précédentes, même s'il n'y avait pas plus de tirs pris au panier, il y avait plus de drive qui était fait, comme tu viens de le décrire. Et Ouais. clairement, ce côté, c'est aussi le coaching de Mazzulla qui, en termes de comment est-ce qu'on joue, comment est-ce qu'on déplace le protecteur de panier adverse, comment est-ce qu'on fait tel ou tel pick and roll, Oui. comment est-ce qu'on espace le terrain. Voilà, ce jeu de match-up a permis et a débloqué ces drives. Et donc, voilà, au final, tu as un peu ce truc de. Mais en fait, c'est la même équipe que d'habitude. Si on regarde juste la zone, enfin, les zones, les tirs, où sont tirs, pardon, où sont pris les tirs dans les zones du terrain. Mais par contre, Ouais. c'est pas du tout la même faiblesse qu'avant de rester dans le périmètre sans attaquer, quoi. Ouais, je trouve du coup, il y a eu plus de patience aussi de manière collective. J'ai senti un peu moins de précipitation dans l'exécution. Ça s'est plus ressenti sur les premiers tours, mais même en finale, il y avait cette idée c'était pas un drive, doit pas forcément engendrer un tir. Et je trouve que là où bah, Jaylen Brown et même Tatum ont continué de progresser, c'est sur les passes sur kick-out en fait. Ouais, Et c'est là où d'avoir Jrue Holiday et Derrick White comme un petit peu receveurs de ces kick-out qui eux peuvent punir sur catch and shoot ou peuvent enchaîner sur un autre drive, bah t'as un peu ce truc, t'as un rouage qui se fait que il casse une première fois la défense, Jaylen Brown ou Tatum, ça va sur Jrue Holiday ou Derrick White qui peuvent moins casser la défense mais qui peuvent quand même profiter d'un premier décalage. Et du coup, bah, il y a des actions, clairement. Il y a une action que j'ai en tête où tu as un premier drive de Tatum qui kick out sur Pritchard, qui fait un drive, puis un drive and kick pour Jrue Holiday, qui lui va au drive et va au cercle. Et du coup, bah, en l'espace de quelques secondes, t'as trois drives et t'en as un qui se finit avec un tir ouvert au cercle. ouais. Et un truc, je pense que ça a été permis parce que Boston m'a semblé, en tout cas, attaquer plus vite et commencer les actions plus tôt que avant. Et c'est vrai que je les ai beaucoup vus pousser la balle, même après un panier raté ou même après un peu dans de la semi-transition pour driver dans un premier temps et en fait enclencher le processus de création de décalage le plus tôt possible parce que du coup plus tu mets du temps à rentrer dans ton drive le premier alors bah, moins tu as de possibilité d'exploiter le décalage qui a été fait en premier lieu et j'ai trouvé que Boston a mieux exécuté son attaque même de manière un petit peu dans la discipline si tu veux de l'attaque.
Oui, oui, clairement, ils ont un peu gagné cette bataille de la transition ou semi-transition, mais en Ouais, tout cas d'accélérer et de pas rester que sur du jeu posé, ce qui est un peu dommage pour Dallas pour le coup, parce que voilà, c'est techniquement, je pense que l'avantage sur le papier était quand même sur le jeu posé plutôt à Boston, donc moi je me dis, bon bah si Dallas peut un peu gratter de ce côté-là des points, ça peut faire du bien, quoi. Transition, rebond offensif, on l'a vu sur un match, le match 4 en effet, ouais, mais du reste, ouais, c'est Boston qui a plus accéléré, qui est Boston qui a déroulé de la transition, de la semi-transition, etc. Et je pense qu'on en revient aussi à bon, ce qu'on avait dit en preview un peu avec ce côté, bah, Dallas, ils ont une défense qui étouffe la raquette, qui voilà, c'est très agressif, très proactif, on vient faire des aides à l'intérieur. Le problème, c'est que euh, Dallas n'avait jamais affronté une équipe avec un tel spacing. Donc il y a cet élément-là en playoff qui change tout. Clippers, il y avait beaucoup de non-shooters, donc c'était facile. OKC aussi, il y a certains qui n'étaient pas respectés du tout, même une majorité. Et même contre les Wolves aussi, voilà, tu as des shooters, mais c'est pas des shooters à haut volume. Et là, on s'est retrouvé face à une équipe qui, bah ouais, quand tu surcharges à l'intérieur, en effet, tu as Tatum et Brown qui ont fait des séries magnifiques au niveau du passing. Bon, Tatum continue de s'améliorer de saison en saison et vraiment il a atteint un top niveau là, je trouve. Pas ouais. niveau Doncic, hein, mais vraiment un top niveau. Et surtout, moi, c'est Brown qui m'a Oui, beaucoup surpris sur ce côté. Je pense que c'est ses meilleurs matchs au passing en carrière, hein, ouais, assez clairement. Il sort des driving kicks un peu de nulle part. En un sens, il y a un aspect spacing qui aide aussi parce que quand les mecs se tiennent hyper loin les uns des autres, les rotations doivent venir de plus loin, donc les lectures sont plus faciles. Mais tout de même, je trouve qu'il a fait une série au passing, Brown, qui a été assez étonnante. C'est ce qui fait que au final, au début de série, on a Dallas qui essaie un peu de mettre la pression sur les drives de Brown, un peu pour ce côté, on va le tester sur le passing, quoi, tu vois. On va tester le driving kick, sauf qu'ensuite, il a bien répondu. Donc au final, on s'est un peu ajusté, on a dit, bon, on va essayer de moins aider et de le laisser scorer en isolation. Mais voilà, y a ce côté driving kick, et donc, premier élément pour moi qui a permis de battre ça, c'est le spacing, évidemment, mais pas que le spacing, tu l'as dit aussi. Il y a un aspect où Boston, c'est pas que des shooters, c'est aussi des gens qui sont capables d'attaquer les close-out, en fait, de faire vivre le décalage. Et ça change tout entre juste 5 mecs qui sont des shooters statiques, ou alors Derrick White, Jrue Holiday, Peyton Pritchard, même Sam Hauser, Jalen Brown, Jason Tatum, même alors fort depuis le poste de pivot. Tous, en fait, une fois qu'ils sont aérés, enfin, ils sont espacés, pardon, et qu'ils reçoivent la balle, ils peuvent attaquer sur des dribbles, ils peuvent prendre la décision, faire le passing en mouvement. Donc en fait, c'est ça le duo génial, c'est spacing plus compétences et skills aussi de passing en mouvement. ouais, c'est ça. Et puis, je trouve que le truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont différentes manières de les attaquer, ces premiers décalages. Alors, Ford, on l'a un peu retrouvé parfois sur du post-up. Une fois qu'il avait récupéré le ballon à 3 points, de pouvoir se mettre dans une position de post-up et attaquer potentiellement un mismatch. Je roule l'idée aussi. Alors que Derrick White, c'était peut-être un peu plus dynamique. Et en plus de ça, ils peuvent eux-mêmes un petit peu amplifier les premiers décalages qui se créent en se mettant dans des actions à deux. On a vu pas mal justement des end-off entre Sam Hauser et Jrue Holiday. Ouais. Jrue Holiday sinon jouait le rôle du poseur d'écran et du rollman en fait tout simplement. Enfin l'utilisation de Jrue Holiday a été assez remarquable. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ils sont tous capables d'apporter un petit peu de manière différente une fois que le décalage a été créé. Et je pense que ce qui fait que c'est aussi difficile à défendre, bien que en réalité, quand on regarde le defensive rating de Dallas sur les finales, j'ai pas l'impression qu'il soit si mauvais que ça. Et j'ai plutôt l'impression que c'est peut-être l'attaque de Dallas qui a pas assez bien fonctionné, plus que la défense de Dallas qui a complètement pris l'eau. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi cet élément-là, c'est que bon, Porzingis a été absent une partie de la série, Ouais. mais en plus, Boston n'a pas bien shooté sur les finales, quoi. Donc Non. c'est pour revenir aussi au point de tout à l'heure, là, le côté paradoxal de ben non, mais pour gagner, vous pourrez pas jouer comme ça, parce que si tu prends beaucoup de 3 points, le jour où ça rentre pas, ben vous êtes mort. Ben là, on a vu que non, en fait, hein. Ils ont gagné une série en ne shootant jamais bien à 3 points. Alors, à part première mi-temps du match 1, où il y a là, une pluie de 3 points qui fait 30 points d'écart, match 1, tu sais, très très Ouais, tôt. ouais. Et après, ils ont très mal shooté, quoi. 24% match 2, gagné. 35% donc au niveau de la moyenne, un peu plus bas, mais au niveau de la moyenne, match 3, gagné. 31% match 4 perdu. Et 32% de nouveau match 5. Donc c'est là aussi où c'est assez... Enfin, il y a deux choses. Comme tu dis, il y a le fait que Dallas, peut-être, n'a pas tenu le rythme de l'autre côté du terrain. Donc c'est ça qui a fait mal. Parce que en effet, Boston a un peu manqué cette réussite. Donc n'avait pas un offensive rating si grand que ça. Après, ça montre aussi le côté tactique de Mazzulla et de qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place pour pourtant générer des points alors que les 3 points ne rentraient pas. Et puis l'autre point, je l'ai oublié, donc je peux te passer la parole. Ah, super. Non, moi je pensais à un truc sur le 3 points. C'était la réussite à 3 points sur les matchs en entier.
a pas toujours été très bonne, mais ils ont beaucoup creusé l'écart sur une très bonne réussite dans les premières Ouais. mi-temps. Et du Ils ont fait des runs, tu veux dire? Ouais, ils ont fait des. En fait, il y a plusieurs fois, ils se sont retrouvés à 20 points d'avance. Et heureusement, bah, dans le Game 3, par exemple, heureusement qu'ils ont ce mat-là quand, justement, l'attaque commence à dérailler. Donc, en fait, on n'a pas. Genre, c'est pas complètement faux de dire que si Boston rentre pas ses 3 points, ça va devenir compliqué. C'est juste que, du coup, sur la chronologie d'un match, s'ils arrivent à créer des écarts de 20 points, une fois que t'es derrière de 20 points, t'as plus le droit à l'erreur parce qu'une fois que t'es revenu même à 10 points d'écart, tu peux te prendre un run ne serait-ce que de 5-0 et t'es reparti à -15 en fait. Donc t'as un peu ce truc-là de malgré tout, cette variance a été plutôt bénéfique pour eux sur les premières mi-temps et ça leur a permis en fait d'accéder à chaque fois des matelas assez confortables et après bon il y a eu le non-match au Game 4 qui a été assez catastrophique même si au final, dans la première mi-temps du Game 4, je trouve qu'il y avait pas mal de tirs ouverts. Et pour moi, ça a pas été... Enfin, la réussite au tir a été un problème parce que les tirs sont pas rentrés. Mais dans le Game 4, c'était plutôt les pertes de balles et la gestion du spacing qui était problématique que, en réalité, la capacité à créer des 3 points ouverts. Ouais. Non, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que en plus, on n'a même pas eu un vrai match où genre ça shootait à 50% à 3 points et Mm. que voilà, enfin, Boston a fait de bons offensive rating sans ce côté pluie de 3 points sur un ou deux matchs en particulier sur la série. Mais comme tu dis, il y a des runs qui ont fait du bien, notamment voilà, une pluie de 3 points avec Sam Hauser en transition ou des trucs comme ça qui, Ouais. qui aident à faire grandir l'avance. Au match 1, c'est Porzingis aussi qui est très Ouais. en forme. Mais voilà. Mais en fait, pour moi, il y a aussi un aspect où bah, le 3 points n'était pas là. Mais de l'autre côté, t'en parlais aussi, il y a le panier. Il prenait pas tant que ça de tir au panier, mais quand ils y allaient au panier, finalement, il y avait une réussite qui était assez bonne, en fait. C'est aussi ce truc de. 14 sur 14 au Game 1, je crois. Je crois Ouais. qu'ils sont à 100% sur le Game 1. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu les schémas qu'on a décrits en fait. Hein. On arrive à Mm. générer des drives de par tel ou tel match-up qu'on arrive à créer sur pick and roll en allant chercher un tel ou un tel. Donc match-up, ça libère un drive. Et ensuite, c'est soit il y a une aide et donc je kick out, ça fait un 3 points ouvert. Soit sinon, bah, je vais au panier et je prends le tir. Quoi. Donc il y a eu tout un jeu comme ça alors, au niveau des drives, mais pas que. Il y a aussi, je pense que pour moi, il y a deux côtés du terrain. En défense, on y reviendra tout à l'heure, mais ils ont gagné un peu la guerre des match-up. Ils ont permis de freiner l'attaque Dallas. Mais en défense, par contre, je trouve que Mazzulla a gagné un peu la guerre du Lomen, en fait, tu sais. Donc Ah le ouais. fameux Lomen, le défenseur qui est censé être le plus proche du panier, et donc aider au panier. Et en fait, Mazzulla a complètement gagné cette guerre du Lomen, alors que Jason Kidd semblait revenir un peu dans la partie. Mais donc, ce qui a été fait au début, c'est en fait très simplement Boston, début de série, a mis des mecs comme Irving et comme Doncic dans les corners, comme ça, c'était eux les Lomen. Donc c'est eux qui doivent aider depuis le côté faible au panier. Et évidemment, bah, soit ils arrivent en position, mais ça force un kick-out, ou soit ils sont pas en position, soit il y a des erreurs. Bref, c'est pas des défenseurs d'aide de qualité. Donc, en plus, on a vu tu sais, la fameuse technique du dunker spot, là, où on met des Ouais. petits sous le panier, comme ça, bah, le fait est que si on met un petit sous le panier, ça veut dire que son défenseur est aussi un petit, a priori, donc ça fait une petite protection de panier. Et puis ensuite, on a eu l'ajustement de Kid, en fait, qui a été de dire, bah, en fait, on s'en fiche totalement des match-up, même sur jeu posé, mais même sur transition, tu t'en fiches. Lively ou Gafford, vous courez très très vite, vous placez au panier, et on s'en fiche. On s'en fiche de qui est-ce que vous défendez, vous allez le plus proche du panier. Et c'est comme ça Dallas a petit à petit réussi un peu à retrouver Lively et Gafford dans ce rôle-là. Même si Mazzulla a eu des contre-moves, hein, de genre, bah, du coup, moi je mets un bon shooter dans le corner, du coup je fais tel ou tel système pour isoler le Loman et faire un renversement de jeu côté droit, côté gauche pour le prendre par surprise, pour punir un dézonage, etc. Et au final, en plus, on arrive au match 5, donc le clou de la partie, où bah, finalement on fait ce truc de soit on les implique sur le ballon, on les fait monter, on les implique sur l'isolation en fait, hein. Et donc bah, s'il a un premier rideau défensif, Lively, il peut pas être en deuxième, ou alors on les place côté fort, enfin voilà, un jeu de positionnement et de match-up pour faire que Lively et Gafford ne se retrouvent pas dans ce rôle en d'aider en deuxième rideau, et ce qui a facilité en fait ce genre de tir au panier en termes de fréquence ou alors en termes de réussite. Mais tu vois, c'est que du placement intelligent, c'est que des cuts intelligents, du genre on essaie de provoquer un switch, ça marche pas, donc alors Ford, bah tu vas faire un cut côté fort pour que Gafford se retrouve côté fort, et donc s'il est côté fort, il peut pas venir aider. C'est que je roule l'idée aussi qui fait ce genre de mouvement, Derek White aussi. Voilà, c'est plein de petits match-up comme ça. Tu sais, des pick and roll aussi où bah, on veut cibler Doncic, mais avant de cibler Doncic, on fait d'abord un pick and roll avec Lively, comme ça on le fait monter, et ensuite on enchaîne avec un pick and roll Doncic, mais Lively dans le périmètre, et on le laisse dans le périmètre, et donc ensuite on peut attaquer derrière. Bref, je trouve que cette guerre du Lomen, finalement, elle a été gagnée au final par Mazzulla,
Et c'est ce qui a permis de libérer cette raquette et ces drives, et qui a été, donc, comme on l'a dit, hein, la réussite, le facteur clé de la réussite de Boston, en fait. Ouais, et pourtant, au fur et à mesure de la série, Boston tire de moins en moins bien au cercle, mais tire de plus en plus au cercle. Il y a un peu ce truc-là en réalité, ils sont à 100% au cercle au game, je crois que c'est le game 1. Ensuite, ils sont à 75%, 78%. Game 4, ils tombent à 66%. Et même le dernier match, du coup, le game 5, ils tirent à 59% au tir Ouais. au cercle. Mais par contre, la fréquence, elle est à presque, elle est à 38% au cercle sur le game 5, ce qui est une des meilleures fréquences au cercle de Boston. Et c'est permis aussi parce que à force de vouloir, protéger enfin créer des schémas qui permettent d'avoir le bon low man entre guillemets du côté de Dallas, bah du coup ils perdent un peu sur la qualité pour contenir le drive en fait, parce que du coup si Ouais. t'attaques plus Kyrie Irving ou Doncic en tant que low man, tu peux les attaquer en tant que défenseur du point of attack. Du coup tu crées plus de tirs au panier qui sont peut-être mieux défendus, mais t'as un peu le truc de bah en fait c'est un peu, tu choisis un peu le poison. Et je trouve il y a des actions que t'as soulignées justement où il faut un premier écran avec Al Horford pour amener Gafford loin du panier, en fait, plutôt sur le côté opposé de l'action. Et Ouais, en sur fait, l'aile, en fait. ouais, c'est ça. Et ça, c'est aussi permis parce que, comme on disait tout à l'heure, il rentre tôt dans les actions. Et du coup, comme tu rentres tôt dans tes actions, t'as le temps, en fait, de schématiser, en fait, comme disait Joe Mazzulla, c'est une fois que si vous êtes en 5 contre 5, arrêtez de vous précipiter et faites en sorte que notre spacing soit optimisé, amenez les joueurs là où on veut qu'ils soient. Et je trouve qu'ils l'ont super bien fait. Et c'est là où du coup se pose la question de pourquoi on n'a pas vu plus de défense peut-être de zone Ouais. de Dallas, qui du coup, bah, en fait, vu que Boston fait que de forcer les défenseurs de Dallas à être dans des endroits où ils veulent pas être, pourquoi ne pas mettre en place une zone qui fait que les joueurs restent dans leur zone? Théoriquement, ça a l'air facile comme ça. Je sais que très bien que c'est pas le cas, mais je trouve qu'on a peu vu de zone, et la seule un petit peu zone qu'on a vue, c'est peut-être Lively qui bouge très très peu en fait, et qui du coup est couvert. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il lui reste en zone autour du cercle et les autres bougent, mais au final ça a aussi ses limites parce que du coup ça crée énormément de décalage sur les 3 points. Ouais. Donc voilà. Bah, après, Kid a appelé de la zone 2-3 fois. Bah, tu vois, j'ai le souvenir de match 1, il appelle une zone d'un coup. Et Ouais. là, et là d'un coup, t'as Mazzulla qui voit ça, qui fait ah, attends, ok, il y a une zone, on m'adapte, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Et ça se Pull finit up. avec un de facto, un pick and roll et pull-up de Tatum, comme tu dis, ouais. Et ensuite, bon, bah la zone, ok. Donc, ça aussi, Merci. c'est du coaching d'élite et de la réactivité et de j'ai préparé mon système anti-zone et dès que je le vois, on l'exécute. Et pareil, Ouais. pareil match 4, hein, pareil match 4, hein, une action comme ça aussi, où 3 ou 4, je sais plus, mais où en effet, il voit de la zone et de suite, allez, on exécute. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Ben, on isole Tatum sur un corner, on lui donne la balle qui va attaquer le côté de la zone où il y a Luka Doncic, et donc ça libère totalement de l'autre côté. Enfin bref, il y a aussi cet aspect-là de Mazzulla qui était prêt, hein, qui a bien préparé le système, mais est-ce que ça aurait peut-être pas valu le coup? Effectivement, peut-être d'insister un peu plus sur des gros échantillons, ça aurait pu marcher. Je crois qu'au match 5, tu vois, ils l'ont fait un peu plus et ça a marché parce que tu mets Gafford autour du panier. Il y a un moment où il dissuade un drive de Brown, puis un drive de Tatum, et puis Brown qui insiste, et puis il vient s'empaler sur un Gafford, quoi. Donc en effet, il y a un peu cet aspect-là, et tu sais, même le 3 points de Al Horford dans le match 5, le 3 points de Papy, là, qui a beaucoup tourné. En fait, c'est ça, c'est la bataille du Lomen où Gafford, il fait ce qu'on lui dit, c'est-à-dire on revient très très vite en transition, se placer au niveau du panier, et donc il dit aux autres, allez-y, montez, moi il faut que je reste en bas. Sauf que Doncic, il monte pas, quoi. Doncic, il est sur une défense de transition classique de, bah non, mais moi je prends le mec qui est à côté de moi. Enfin bref, c'était un point clé de cette série. Et je pense aussi que, moi c'est pour ça que toi et moi on s'est beaucoup amusé à décortiquer les matchs, tactiques, etc. On a fait des vidéos et tout, mais effectivement, c'est peut-être pas un truc qui va sauter aux yeux de manière évidente. Ce côté tactique, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un aspect où c'est pas des systèmes gadgets, c'est pas très sexy, mais en fait Non. c'est Mazzulla qui a déployé un plan de jeu et une attaque qui a été extrêmement méthodique de pourquoi est-ce que je mets lui à tel endroit, pourquoi est-ce que j'arrive à éloigner lui, pourquoi je fais telle action, c'est pour qu'ensuite ça libère cet espace, etc., etc. Et donc au final, ça se voit pas directement. Et c'est pas non plus un coaching du genre les Spurs, le mouvement de balle, extra passe, quel coaching, mais c'est du coaching de haut niveau avec ce côté, Ouais. tout est méticuleux, tout est méthodique en fait. Non, mais clairement,
c'est comme tu dis, c'est pas sexy. Et c'est vrai que ça se remarque pas forcément à l'œil nu. Mais c'est parce que c'est pas des systèmes, c'est plus des schémas de jeu. Et du coup, en fait, le système, ça a un côté un peu grossier, entre guillemets. Enfin, pas pour, mais tu vois, si tu vois je sais pas, un blind pig ou des stagger action, enfin, tu remarques très vite ce qui est en train de se passer. Enfin, très vite, non. Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui est mis en place parce que d'un coup, le ballon un petit peu s'arrête. Et il y a une espèce de chorégraphie off-ball qui se met en place alors que la recherche de faire bouger le Lomen, c'est un peu plus en, comment dire, en arrière-plan, entre guillemets, c'est un peu moins obvious, mais c'est pas pour le moins intéressant, surtout que il l'avait déjà fait, mais pas autant insisté, par exemple, face aux Pacers, ou alors face aux Pacers, il plaçait plus sur des attaques par les côtés, justement, pour éviter même qu'il y ait un Lomen, tout simplement, et en fait, Ouais. pousser le spacing ailleurs. Donc, c'est intéressant de voir que on parle souvent du spacing un peu comme une unité de mesure, mais en réalité, t'as plusieurs, en fait, le spacing, c'est plus une discipline, presque, j'ai l'impression, où du coup, t'as plusieurs façons, un petit peu comme si dans les arts martiaux, t'as le karaté, le judo, le MMA et ces trucs-là. Bah, dans le spacing, t'as la façon d'attaquer, d'avoir un low man, t'as la façon, potentiellement, de faire du five out, d'attaquer par des side action. Et en fait, t'as un peu ce truc-là le spacing, c'est pas juste genre avoir des mecs qui tirent à 3 points pour s'ouvrir le cercle, c'est inverser un petit peu la géométrie du terrain pour pouvoir avoir enfin profiter des faiblesses structurelles un petit peu des équipes. Bah oui, et puis il y a aussi un aspect enfin c'est de la recherche de match-up, mais qui est bien fait, qui est bien optimisé, quoi. C'est pas juste, bah tiens, on fait venir lui, et puis on l'attaque, quoi. Ça, c'est un plan de jeu assez simpliste, mais en effet, il y a tout un travail derrière. Mais tu vois, effectivement, alors, il y a deux parties. Il y a un aspect un peu euh, cette optimisation du terrain, c'est un cadre, on va dire, et parfois, Hmm. t'as pas un système scripté, mais comme tu as des joueurs hyper intelligents, et pour moi c'est le point clé, c'est que tu as des joueurs hyper intelligents qui sont Oui. habitués, et donc en fait même quand la première action a pas marché et que ça enchaîne sur, allez on doit enchaîner sur un truc, on doit improviser, tu vois de suite il y a les automatismes de, bah, allez, je roule l'idée, je viens poser un écran pour Tatum, tiens toi tu vas côté fort, toi tu vas Knocker Spot, etc. Donc il y a un côté cadre général, et puis les joueurs sont tellement intelligents qu'ils arrivent à le mettre en place. Mais même sur le côté scripté, en fait, hein, vraiment, il y a des fois, il y a des vrais systèmes de jeu déroulés en sortie de temps mort. Et tu dis, mais bah, enfin, il se passe rien, quoi. Pourquoi en sortie de temps mort, c'est juste un système où ça va cibler Doncic? Et en fait, non. C'est fait exprès qu'il y ait d'abord un premier pick and roll pour éloigner Lively, pour l'impliquer et ensuite le mettre sur l'aile avant d'attaquer Doncic. Comme ça, quand tu peux attaquer, enfin, comme ça, tu peux attaquer Doncic avec personne au panier, quoi. Et ça, c'est le genre de truc que tu remarques moins que la motion offense des Spurs avec les systèmes qu'on connaît, le mouvement de balle, etc. La coupe ici, la coupe là. Je prends exprès la caricature, mais c'est pour insister, pour dire que c'est pas parce que c'est pas visible à l'œil nu, c'est pas parce que c'est pas sexy qu'il n'y a pas un travail tactique pardon, qui a été de très haut niveau, hein, je trouve. Donc, et ça, pour le coup, je sais pas toi ce que tu en penses, toi qui es fan des Celtics en plus, mais peut-être on en parlera après, mais je trouve aussi que Mazzulla, je l'ai trouvé meilleur sur ce round de playoff là, et j'ai pas trouvé autant d'ajustements et de côté méthodique sur notamment l'an dernier contre Miami et contre Philadelphie en fait. Ouais, alors vraiment, l'année dernière, c'était pas du tout ça, et au contraire, c'était un peu plus, les ajustements mettaient beaucoup plus de temps à venir. Tu Ouais, vois, il a fallu, contre Philadelphie, s'il y avait un peu le truc obvious de genre, il faut faire rejouer un petit peu le 5 et la méthode un petit peu bah, du coup, d'avoir, putain, Robert Williams en roamer, pour protéger l'accès à la raquette et pour pouvoir plus annihiler Embiid et casser un peu le rythme offensif de Philadelphie. Il a fallu que ça arrive au Game 6 pour que ça soit mis en place du coup Boston perdait 3-2 à ce moment-là et aurait pu perdre la série quoi. Et ouais. même contre Miami, du coup il faut que tu perdes 3 matchs. Après il y a une grosse partie de variance aussi, mais moi j'ai trouvé beaucoup plus d'ajustements rapides, même tu vois tout au long des playoffs il y a eu beaucoup de réactions assez vite. Par exemple sur la défaite contre Miami au Game 2, il y avait beaucoup trop d'aide sur les drives. Et ben tous les autres matchs qu'il y a eu, on laissait les joueurs défendre en 1 contre 1 sur le drive et on concédait plus de 3 points ouverts. Et du coup, t'as ce truc-là de oui, ben, on sait identifier en fait nos faiblesses. Et je trouve que la lecture est bien meilleure qu'avant. Je pense que lui a progressé. Je pense qu'il est mieux entouré aussi. On a interviewé Jared Weiss avec le trèfle en début de playoff, qui disait que ce qui était dur l'année dernière pour Joe Mazzulla, en plus d'être propulsé là un petit peu
sans avoir vraiment rien demandé, c'était que tout le coaching staff, c'était des gars que Ime avait ramenés, en fait. Et il y avait un peu ce truc-là de genre, c'est Joe le head coach, mais c'est que des gars de Ime. Et il y avait un peu une synergie qui était pas terrible, apparemment. Alors que là, cette saison, je pense que d'avoir eu Sam Cassell, il y avait Damon Stoudemire qui était parti en cours d'année aussi l'année dernière. Donc je pense que l'équilibre du coaching staff est bien meilleur aussi. Ils ont pris en expérience. Il y a quand même des mecs qui sont très bons. Charles Lee a été recruté comme coach principal à Charlotte. Donc je pense que au-delà de Joe Mazzulla, qui lui a vraiment été très bon et a bien progressé et mérite tous les bons mots qui lui sont dits depuis quelques jours, je pense que le coaching staff en tant que groupe, en tant qu'entité, a aussi vachement progressé. Et je pense que l'équipe est aussi potentiellement plus malléable et aussi plus expérimentée que l'année dernière. Il y a aussi dans le coaching staff Amil Jefferson. Est-ce que tu sais qui c'est Amil Jefferson? Alors, c'est pas un mec qui a joué avec Tatum à Duke? Exactement, c'est le pivot de Duke à l'époque. Amil Jefferson qui est resté X années à la fac, un peu comme Perry Ellis. Moi, Perry Ellis c'était à Kansas. Bref, non, c'était marrant parce que du coup, ouais, c'était le pivot de Tatum à Duke et là, il était assistant coach aux Celtics. Mais non, bref, voilà pour ce côté du terrain. Avant qu'on passe à côté attaque de Dallas et défense de Boston, est-ce que un mot sur le MVP des finales ou alors tu t'en fiches? C'est quoi? Est-ce que tu veux que je te donne mon avis sur qui aurait dû l'être ou tu veux que je te... Ou Oui, ou c'est alors quoi la... non, tu peux me dire, moi je pense que c'est ça, moi je pense que c'est mérité, je pense que c'est pas mérité, ou alors tu peux me dire, non, moi je m'en fiche de ce trophée, on peut avancer. En vrai, moi, le trophée, je m'en fous. Mais clairement, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas Jalen Brown le MVP des finales, mais c'est peut-être sa meilleure série en carrière. Donc en vrai, tant mieux. En vrai, s'il est récompensé là-dessus, genre, tant mieux. Enfin, je pense que c'est assez évident. En tout cas, je l'espère que c'est Tatum le meilleur joueur de Boston et c'est lui le premier domino. Et tu vois, Pierce a été MVP des finales en 2008 enfin, je regardais pas les finales en 2008, mais de ce que j'ai vu des Celtics de 2008, Pierce c'est pas le meilleur joueur et Ouais, c'est pourtant c'est Rondo. le. Ouais, d'accord. Et c'est pourtant il a le MVP des finales, donc il y a un truc aussi, le MVP des finales, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Et en vrai, je trouve que c'est bien que si Brown, il a un petit peu ce tampon de validation, lui qui a toujours été un peu dans l'ombre de Tatum, bah écoute, tant mieux. En vrai, je pense que c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Et puis voilà. De toute façon, le MVP des finales, c'est Brad Stevens, hein, donc en réalité, le reste, Non, mais alors, c'est pour sortir un peu de. Effectivement, moi, c'est pas un trophée qui m'intéresse beaucoup, mais tout de même, non. c'était un peu un prétexte pour parler à la fois de Tatum et Brown. On a déjà parlé de leur passing qui a été bon, les deux, hein, Ouais. pour le coup. Mais pour discuter un peu de leur performance, tu vois, c'est vrai que j'ai l'impression que les attentes sont quand même plus élevées sur Tatum, notamment, contrairement à Brown. Et que, Ouais. tu vois, en début de série, Jason Kidd a sorti. Tu te souviens de ça? Jason Kidd, sa déclaration de genre, non, mais le meilleur joueur, c'est Brown et tout. Le côté, le move psychologique à deux balles qu'on n'a pas vu venir. Mais oui, c'était au début. Bref, je sais plus. Je crois que c'était après le game 1 et C'est ça, ouais. après le game 2, il a dit ah quoi moi vouloir provoquer non jamais alors que le mec c'est un ancien joueur il sait exactement comment ça se passe un vestiaire enfin bref. Oui, puis c'est l'homme très subtil qui avait aussi dit devant des caméras, qui avait dit à Tyson Taylor, vas-y, bouscule-moi, comme ça, on va avoir un temps mort parce que le terrain, il va être. Bref. Non, mais pour discuter un peu de ça, c'est vrai que, pour le coup, c'est vrai que Tatum a été pas efficace, moins efficace au niveau du scoring. C'est peut-être ça qui a manqué, c'est ça qui est ressorti aussi beaucoup. Après, tu vois, tu prends les chiffres sur les finales, bah, il est quand même pas beaucoup moins efficace, hein. Le truc, c'est Non. qu'en effet, son field goal, donc sa réussite au tir, sa pure réussite au tir, elle est plus basse. Mais sauf qu'il va aussi chercher beaucoup de lancers francs. Et donc Ah ça, oui. bah, Puis c'est il pour ça aimait qu'il faut ses regarder. lancers francs En plus, il l'aimait, contrairement je à crois nous. qu'il est. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça aussi, c'est aussi pour ça qu'il faut regarder plutôt bah, les points par tir ou la productivité globale plus que bah, le field goal, parce que un mec comme Tatum, bah, il va au panier, il prend une faute, le tir il compte pas dans le box score en fait, hein. Mais les points si. Mm. Donc c'est là-dessus où il faut faire attention. Et donc voilà, j'ai relevé 2-3 chiffres. Efficacité de Tatum 1,02 points par tir, Jalen Brown 1,06. Bon, les deux scores sont des scores mauvais.
Mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas non plus un écart énorme, quoi, tu vois, en termes de productivité globale, sachant que Tatum a un plus gros volume, sachant que Tatum a créé beaucoup plus pour ses coéquipiers, notamment, on peut sortir des stats, mais même en parlant tactique, il y avait cet aspect-là où lui il avait toujours des prises à deux, il a été meilleur en termes de driving kick, etc. Enfin, plus créateur avec moins de pertes de balles, plus d'un régime de tir plus compliqué, de auto-généré. Bref, limite le trophée, on peut le laisser de côté si vous voulez. Enfin, moi, je suis comme toi, je m'en fiche un peu de ce trophée. Et c'est pas pour enlever du crédit à Jalen Brown, c'était plutôt pour dire. Pas du tout. Bah, au final, certes, il n'y a pas le scoring de Tatum comme d'habitude, mais c'est aussi la conséquence de la défense de Dallas, quoi. Et si Dallas n'avait pas fait des prises à deux, notamment switch plus head sur les drives, et donc prise à deux en fin de drive, ben on aurait peut-être eu une série où il scorait beaucoup plus. Donc voilà, c'est pas pour dire Brown ne méritait pas ou quoi que ce soit. Ça, je m'en fiche un peu du trophée, comme dit. C'est juste pour dire que attention aussi à comment est-ce qu'on juge la série de Tatum, parce que lui, pour le coup, je trouve que même si le scoring et l'efficacité n'a pas toujours été là et qu'il y avait parfois des mauvais choix en termes de pull-up, mais globalement, ça a été le moteur de l'attaque de Boston et qui a été un excellent moteur. Ouais, très bon moteur. Et je pense que défensivement aussi, encore une fois, c'est totalement oublié cet aspect-là du terrain où bah, sa capacité à être en aide au nail ou même très bon défenseur sur le ballon. Tu peux le mettre sur un pivot justement pour avoir des ajustements défensifs un petit peu plus flexibles. Là où Jalen Brown a aussi eu le trophée un peu du mec qui a défendu sur le meilleur joueur de la série en étant majoritairement en défense individuelle sur Doncic. Et il y a un truc, enfin moi je sais pas à quel point ils utilisent Jalen Brown sur les porteurs de balles parce qu'ils savent il est assez moyen, disons, off-ball. Même si sur le game 1, il a réussi à faire 2 aides en une action qui a été remarquable. Mais je pense que la défense aussi a un peu oublié et peut-être trop mise en avant de côté individuel de Jalen Brown et pas mis assez en avant l'aspect collectif et impact de la défense de Tatum. Mais en réalité, le titre de MVP des finales, c'est un peu gadget. Et moi, ce que j'ai trouvé par moment, c'est une meilleure synergie même entre les deux. Il y a eu pas mal de moments où ils ont réussi ce que je trouve qui est assez rare, à faire des drive and kick de l'un vers l'autre ou à utiliser du post-up pour qu'il y en ait un qui fasse un cut backdoor de l'autre côté. Donc en réalité, moi, je suis plutôt content de la synergie entre les deux qui a été bonne. Et du coup, moi, c'est ça que je retiendrai. Et puis le MVP des finales, en vrai, ouais, j'avoue que MVP sur 5 matchs, bon, écoute, MVP sur 5 matchs de saison régulière, je pense que on regarde les 5 premiers matchs des saisons régulières de cette année et on se dit, bah voilà, lui c'est le MVP et on va se rendre compte à quel point ça n'a pas de sens de faire un MVP sur 5 matchs. Donc voilà, mon point de vue sur le sujet. Et alors pour passer de l'autre côté du terrain, donc l'attaque de Dallas contre la défense de Boston, qu'est-ce que Dallas a fait de bien ou de pas bien? Qu'est-ce que Boston a fait de bien ou de pas bien? Je t'en prie. Bah, en vrai, moi, ce que j'ai trouvé l'attaque assez stagnante du côté de Dallas, et j'ai trouvé que ils utilisaient pas assez un spacing que j'appellerais horizontal, mais je sais pas si c'est le bon mot. Mais en gros, de faire des high pick and roll et de commencer les actions beaucoup plus haut. Parce qu'en réalité, vu que Boston respecte pas les shooters, en fait, Boston respecte que Kyrie et Doncic dans cette attaque. Donc je me demande à quel point, vu que c'est impossible d'étirer la défense un petit peu sur les côtés, tu vois, pour étirer le spacing en gros sur les côtés vers les corners, avec seulement Kyrie et Doncic, à quel point t'aurais pas pu les tirer en hauteur en faisant commencer les actions à la ligne médiane, en sachant que Doncic, t'as plutôt tendance à le défendre dès qu'il passe la moitié de terrain. Ouais. Et surtout que t'as des poseurs d'écran qui sont très rapides, là où les intérieurs de Boston sont quand même assez lents, entre guillemets, comparé en tout cas à ceux de Dallas. Et j'ai trouvé que côté Dallas, ouais, ça a manqué de rapidité et de spacing du coup horizontal. Je sais pas si c'est un terme valide scientifiquement parlant, mais c'est un peu l'idée que je trouve qu'a manqué en termes de diversité, parce que en réalité sur demi-terrain, en fait,
déjà, ils n'ont pas assez fait de transition selon moi. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas réussi à se créer assez de transition. Et du coup, sur demi-terrain, si tu attaques quasiment juste derrière la ligne à 3 points, Boston, bah, juste contracter l'attaque autour de Doncic assez pour le gêner au scoring, mais pas assez pour lui offrir des zones de passe très faciles en fait. Il y avait un peu ce truc-là, trouver l'équilibre entre complètement bloquer Doncic et ouvrir totalement les autres. Et je trouve que Boston a bien trouvé, a bien justement gérer ce spacing-là défensivement. Mais je trouve que Dallas n'a pas assez utilisé d'outils pour étirer la défense ou alors la prendre de vitesse. Et Boston a encore été sur ces playoffs, c'est la meilleure défense en termes de fréquence de transition. Et je trouve que Dallas a pas du tout essayé de contrecarrer ça défensivement. Et le rebond offensif, je trouve que ça a un peu manqué aussi du côté de Dallas. Alors que Boston est bon dans ce domaine-là, mais je sais pas à quel point ils sont bons juste parce que c'est une bonne défense, tu vois. Oui, puis surtout, il y a plein de switch dans cette défense, donc il y a des match-up à attaquer au rebond, Ouais, donc on aurait pu ouais. imaginer voir plus, quoi. Bah, totalement. Et surtout que sans Porzingis, t'as plus vraiment de protecteur de cercle parce que du coup, t'as que du switch all. Et je trouve que cette défense de Boston était friable et avait aussi comment ça s'appelle, des choses que tu peux attaquer. Et en réalité, je trouve qu'il y a des fois, ils ont pas assez attaqué les points faibles. Moi, je pense que Pritchard, il aurait pas pu rester autant de temps il a passé beaucoup moins de temps que d'habitude sur le terrain. Mais je trouve qu'il aurait dû être attaqué directement. Et je pense que Porzingis a pas été assez attaqué aussi, alors qu'il a joué beaucoup de fois blessé, ou, enfin, il a quasiment été tout le temps blessé. En réalité, il bougeait même pas très bien le game 1 et 2. Et je trouve que ouais, Dallas a manqué un petit peu je sais pas, de perspicacité dans son attaque des faiblesses de Boston. Bah, pour le rebond, c'est vrai que c'est un peu dommage, et en même temps, à quel point est-ce que c'est pas aussi, alors peut-être la compétence en un sens de Boston de protéger le rebond, à quel Hmm. point c'est pas aussi comment dire, l'effet de la transition en fait. Et de à quel point est-ce que bah, justement Boston est tellement bon en transition, en contre-attaque offensive, que finalement, tu vois, il y a un peu ce truc de mais non, mais il faut pas, on se projette pas en transition parce qu'il faut aller protéger le rebond. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est parfois tu es tellement bon en transition que l'adversaire n'attaque même pas le rebond offensif. Et je me demande à Ouais. quel point il n'y a pas aussi un aspect de ça parce que en effet, Boston se projette tellement bien que peut-être que Dallas n'a pas envoyé, comme d'habitude, 2, 3, 4 mecs sur des rebonds parce que sinon, après, tu le payes trop, quoi. Donc il y a cet aspect-là un peu dissuasif de la transition offensive par rapport au rebond offensif de Dallas. J'espère que vous arrivez à suivre, excusez-moi. Sur la contre-attaque de Dallas cette fois-ci, la défense de Boston, c'est vrai que c'est pas ça, là encore ça se voit pas beaucoup, mais si vous ralentissez un peu les images, si vous allez voir, en fait il y a toujours généralement il y a des espèces de prises à deux, ou en tout cas des murs qui se forment autour de Doncic assez rapidement. Donc je pense qu'il y a une partie de Doncic et de Dallas qui aurait pu plus accélérer, mais même il y a des fois où, tu vois, il y avait même une tactique assez simple de blitz to switch, du genre, au début de la contre-attaque, c'est Dwight, c'est le plus petit Derek White qui est sur Doncic, donc a priori, Doncic va pouvoir accélérer et même l'enfoncer jusqu'au panier. En fait, non, t'as un blitz qui arrive de la part de Jrue Holiday, donc prise à deux momentanée au niveau de la ligne médiane, et puis, comme ça permet à White de partir, quoi, de partir sur quelqu'un d'autre, et donc, c'est Jrue Holiday qui arrive à non seulement à faire un mur et en plus à prendre le match-up. Bref, donc plein de petits trucs comme ça. Là encore, hein, c'est du coaching, je pense, cette transition, cette contre-attaque défensive de la part de Boston. Après, c'est vrai que plus généralement sur l'attaque, je pense qu'il y a un point central qui est qu'on n'a pas eu un bon Kyrie, on n'a pas eu un bon Doncic du tout. Ouais, ça c'est sûr. Et que voilà, on va discuter un peu de ce qui s'est passé d'un point de vue tactique, mais ça aurait aussi aidé d'avoir un Doncic et un Kyrie en grande forme. On l'a pas eu, et en plus, de surcroît, on n'a pas eu non plus un supporting cast qui mettait ses 3 points comme sur les séries d'avant. Donc, ben voilà, c'est quand même un combo, les deux en même temps, c'est un combo qui pardonne pas, quoi. Ah bah, après, j'avoue que les 3 points de Dallas, je m'attendais à que ça rentre pas trop, parce qu'en plus, ils ont pas réussi à prendre ce qu'ils voulaient. L'attaque de Dallas, arrivée dans la série, l'attaque de Dallas prenait 13% de ses tirs à 3 points, de ses tirs, je veux dire, dans les corners. Ce qui est du coup le plus gros volume en NBA arrivé dans les playoffs et même en saison régulière. Dallas était l'équipe qui prenait le plus de tirs dans les corners de NBA. Et en fait, premier match, c'est assez catastrophique. Je crois qu'ils en prennent un. Ils prennent 2% de leurs tirs dans le game 1 dans les corners et Ouais. la fréquence dépassera jamais 7% des tirs dans le corner. Donc déjà,
T'as ce truc-là de la réussite à 3 points s'est cassé la gueule parce que schématiquement, Boston a réussi à retirer ces tirs-là et en plus les alley-oops en faisant venir souvent le défenseur, les défenseurs du côté faible directement dans la raquette pour pouvoir avoir l'intérieur qui gêne, en fait, qui box out sur le alley-oop. Donc t'as un peu ce truc-là de le supporting cast a pas forcément été à la hauteur, mais on n'a pas donné au supporting cast les outils pour être à la hauteur. Et je pense que la série de Kyrie est un peu ouais, le problème, disons, individuel et difficile à prévoir. Parce que en réalité, je crois que sur les 2 premiers matchs, il prend genre que 6 3 points et il en met 0, en fait, je crois. Et pourtant, c'est lui qui est censé être un peu le seul joueur capable d'apporter un peu du spacing. Et surtout enfin, moi, j'ai vu dans les chiffres de play-by-play depuis l'arrivée de Kyrie, l'attaque de Dallas, elle marche pas très très bien quand Doncic est sur le terrain sans Kyrie. Et je pense que du coup, d'avoir un Kyrie qui est assez mauvais, tu perds aussi de cette synergie un peu collective de vraiment rouler sur tes adversaires quand les deux sont sur le terrain offensivement. Et du coup, bah, tu te retrouves avec une mauvaise fréquence dans les corners, là où tu préfères prendre les tirs habituellement, parce que tu as peu de joueurs à 3 points qui peuvent mettre qui peuvent être respectés above the break pour les prendre les tirs à 3 points. Et du coup, tu es forcé sur du mi-distance et t'as pas eu trop l'opportunité d'aller au cercle non plus. Donc, ouais, assez difficile, je trouve, la série de Dallas. Mais après, moi, je me pose la question, est-ce que même Dallas avait les armes pour faire une bonne série offensive contre Boston? Mais après, je pense que là-dessus, il faut commencer par là, mais effectivement, en fait, Boston a gagné un peu la guerre des match-up, et donc ça a permis de totalement de transformer l'attaque de Dallas et de la priver de ce qui faisait sa force, c'est-à-dire le pick and roll, le fameux pick and roll qui a réponse à tout, et qui notamment a fait tant de mal sur les tours d'avant, et contre Minnesota notamment. Mais là, on l'avait dit en preview, hein, Boston peut dicter un peu ce jeu peut dicter l'attaque, notamment de par les match-up. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est mettre les gros, non pas sur le gros adverse, mais sur un petit. Donc comme ça, tu poses à Dallas le dilemme de est-ce que tu vas cibler Horford ou Porzingis, mais tu le fais avec donc un petit, Derrick Jones Jr. par exemple, qui n'a pas trop le pick and pop pour punir en cas de 2 contre 1 sur le ballon, qui n'a pas la verticalité pour plonger dans le dos au alley-oop. Donc voilà. Soit sinon, tu vas cibler, enfin tu prends un partenaire de pick and roll qui est Lively ou Gafford, ok, mais qui est défendu par Tatum. Donc ça switch automatiquement, et donc pas de alley-oop non plus, pas de décalage. Donc c'est un peu là-dessus où je pense qu'il faut commencer, parce que c'est Mazzulla et Boston qui a totalement dicté ça, dicté les match-up, et donc empêché ce fameux pick and roll de Doncic plus ses pivots de se dérouler normalement, en fait. Pour moi, ça a été la base de tout. Ce qui fait que, en effet, Dallas et Doncic ont dû aller chercher ailleurs parce qu'il n'y avait pas ce pick and roll. Et en effet, là-dessus, c'est vrai que bon, il n'a pas été en forme, mais comme tu dis, peut-être en termes de créativité tactique de Jason Kidd, ça n'a pas été top. En termes d'organisation du terrain, notamment, le début de série est assez décevant. Ça va mieux par la suite, où on remet finalement soit dans le corner, soit sur l'aile, Irving. Comme ça, c'est le meilleur shooter. Comme ça empêche de venir aider. Donc des petites trucs et astuces comme ça qu'on a décortiqué en vidéo si ça vous intéresse, qu'on a déjà parlé. Hein. Il avait déjà fait ça aussi contre les Wolves. Plein de trucs comme ça. Le one for flat, qu'est-ce que c'est tu mets 4 en bas et 1 en haut, donc forcément l'accès au panier est bouché, mais au moins ça libère toute la tête de raquette pour une isolation pour Doncic face à Hauser. Voilà, il y a des petits trucs qui sont arrivés par-ci par-là, notamment le match 4 qu'ils ont gagné. Il déroule un plan de jeu qui est fabuleux en termes d'organisation du terrain, etc. Et sauf qu'en fait, ça a pas suffi. Et l'ajustement match 5, qui a été pour moi un coup de poker un peu risqué, mais qui est passé, c'est de dire, finalement, on va être plus agressif, quoi. Et autant, si ça avait duré jusqu'à un match 7, peut-être qu'il y aurait eu ajustement, et donc ils auraient souffert sans doute, mais tu vois là, de commencer avec Al Horford à ne pas faire des switches, mais à faire des prises à 2, en se disant, on fait une prise à 2 sur Doncic, et puis ensuite, ça libère un mec, mais ce mec-là, c'est un non-shooter, ou alors c'est un mec qui peut pas rouler au panier, plus on fait venir quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça a un peu un coup de poker. On a eu aussi le fait que Joe Holiday commençait à ne plus respecter sur l'aile Kyrie, alors que c'était l'atout de base, hein, de dire c'est un bon shooter, donc on peut pas l'abandonner pour boucher l'espace. Là si, Joe Holiday commençait un peu à abandonner Kyrie, donc plus agressif sur les stuns, plus agressif aussi en termes de positionnement, un peu free safety parfois de Holiday qui se baladait dans la raquette, qui t'a abandonné des mecs côté faible. Mais voilà, parce que les mecs côté faible, ils ont pas le shoot.
Et puis, je sais plus, j'en avais un autre en tête, mais c'est pas très grave. Mais voilà, il y avait un peu ah oui, si, le pressing aussi. Le pressing qui a Ouais. été accentué match 5 avec un Jalen Brown qu'on fait presser très haut et donc on le prive d'avoir le ballon. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça a tardé à venir cette bonne organisation pardon, du terrain pour aérer, pour les isolations, pour les trucs comme ça. Tu vois, ils ont aussi fait pas mal d'actions sur le côté, des side pick and roll ou side Ouais. isolation pour un peu se libérer de l'espace et driver tranquillement. Mais ça a disparu aussi au match 5 parce que pressing, parce que Jalen Brown qu'empêche Doncic d'arriver sur ses spots tranquillement ou d'avoir la balle, tout simplement. Beaucoup de turnovers évitables aussi de la part de Dallas, je trouve, ça a été dommage. Bref, au final, je pense que ce coup de poker est passé. Je pense que s'il y avait eu un match 6 ou 7, peut-être qu'on aurait dit attends, vu que Horford ne switche pas, on va mettre un tel, on va s'organiser. Mais là, c'est passé, donc tant mieux. Et au global, j'ai trouvé que en fait, tout le monde a été un peu décevant. Autant le supporting cast, t'as pas mis ses 3 points, même si, comme tu dis, c'était pas dans les corners. Doncic, Irving n'ont pas été bons. Tactiquement, ça n'a pas été top non plus. Donc, difficile de gagner, quoi. Ouais, clairement, mais après le scoring de Doncic, je m'attendais un peu à ça parce que sur les playoffs, tu sens qu'il est pas à 100% et son scoring s'est vraiment cassé la gueule quand tu regardes en termes d'efficacité et même il a baissé en volume de la saison régulière aux playoffs, il a baissé aussi en efficacité, mais je m'attendais pas à ce que tout le reste soit aussi problématique en fait pour Dallas. Et puis en fait, bah, c'est là aussi où tu te rends compte que autant Boston a un énorme volume à 3 points et ça peut leur revenir un peu dans la gueule si ici ils rentrent pas leurs 3 points, mais en fait Dallas a très peu de shooters un peu bah, à haut volume et à haute réussite. Il y a que Kyrie quoi, qui est vraiment une menace. Et en plus, si tu le mets dans le corner opposé, c'est vrai que du coup tu peux étirer la défense, mais t'as aussi le truc que le ballon qui traverse le terrain de Doncic au côté opposé pour Kyrie met du temps à traverser le terrain tout simplement et tu peux te replacer aussi défensivement, surtout si tu as des joueurs comme Derek White et Jrue Holiday qui sont un petit peu en roamer mais pas proche du cercle plutôt et comme tu dis en safety un peu qui zone dans la défense et de toute façon l'utilisation de Jrue Holiday est quand même genre enfin quand même assez dingue quoi, genre Ouais. le rôle qu'il a à Boston comparé à celui de Milwaukee. Ah, je veux dire, c'est le même joueur, mais il est tellement mieux dans ce rôle-là. C'est tellement. Enfin, alors, c'est sûr que statistiquement parlant, ça fait peut-être un peu moins rêver sur des stats bruts, mais sur des stats d'efficacité et des stats d'impact, c'est assez incroyable. Et du coup, il y a beaucoup moins de déchets. Moi, je trouvais justement c'était un joueur qui avait quand même pas mal de déchets avant. Là, c'est très très propre quand même ce qu'il propose. Et son utilisation offensive et défensive est vraiment remarquable. Le truc en plus, c'est que pour Dallas, ils n'ont pas eu de réussite au niveau Ouais. tu vois, au niveau des rotations, parce que je pense qu'un Tim Hardaway Jr. aurait pu faire du bien avec son tir, mais sauf que on va même pas parler de la défense, hein, c'est juste que ses tirs rentraient pas. Il y a rien qui est Oui, rentré oui. pour Tim Hardaway. Donc il y a même pas eu ce truc. Alors, il a utilisé un match, je crois, et ça a été catastrophique. Match 3 de mémoire, mais Ouais, bref. match 3 ouais. Et encore, il a utilisé, et même sans mettre de shoot, il y avait quand même cette menace dans les corners sur l'aile qui était pas mal, mais bon, bref. Mais voilà, tu vois, Tim Hardaway aurait pu faire du bien, sortir un peu de sa boîte. Jaden Hardy aussi aurait pu faire du bien, parce que lui, c'est un vrai shooter, un vrai bon shooter. Et sauf qu'en fait, on a vu que dès qu'il rentrait sur le terrain, il se faisait cibler, et puis bim bam boum, en 5 actions, 5 erreurs, merci, au revoir, quoi. Et donc, Bah ouais. défensivement, c'est pas passé sur cette série, contrairement aux autres d'avant, mais en même temps, Boston, la capacité de Boston à cibler des mauvais défenseurs, c'est pas la même que Minnesota. Voilà. Puis tu vois, pas Gafford, Kleber. Maxi Kleber, c'est censé être un shooter aussi, un poste 5 qui shoot. Bon, défensivement, il a été très bon. Offensivement, ça a été catastrophique, Maxi Kleber. Donc, Ouais. en plus de tout, il n'y a même pas eu cette réussite tu sais, parfois, tu as un ou deux joueurs qui sortent du lot sur une série, qui te sauvent un peu un match ou deux. Parfois, c'est l'un, parfois, c'est l'autre. Là, non. Là, comme tu dis, le seul shooter, c'était Kyrie. Et donc, voilà, ça complique un peu la tâche, quoi, en termes de comment est-ce que tu peux organiser l'attaque pour libérer l'isolation pour Doncic. Bah ouais, tu peux mettre Kyrie sur l'aile et il va être respecté, mais ensuite les trois autres ils le sont pas quoi. Donc ça c'est un peu dommage que t'aies pas eu plus de shooters. Et en même temps, je pense qu'il y avait aussi besoin tu vois, Josh Green, d'avoir Dante Exum, d'avoir des mecs comme ça en termes de rotation. Bah ouais, défensivement c'est ce qui marchait le mieux. On l'a vu. Les autres c'était trop mauvais en défense. Mais bon, voilà, du coup, il y avait ce compromis de ils sont pas top en attaque quoi. Donc un peu dommage et puis voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Mais si non, juste pour dire, tu sais, il y avait le match 1,
Doncic a fait une assist, donc on est parti sur le délire de ah mais tiens, Boston le laisse scorer un contre un et vient pas aider, et ça permet de couper son playmaking. Non, non, pas du tout. Dès le match 1, on l'avait décortiqué, on avait dit bah non. Et en fait non, il y a des aides qui viennent et c'est ça tout le problème, c'est que c'est pas un vrai 1 contre 1 parce que toi et moi on avait fait des previews vidéo même tous les deux, on avait montré sur les images que bah non en fait en 1 contre 1 personne ne peut stopper Doncic en premier rideau, même pas Jrue Holiday, même pas Tatum, même pas Brown, même pas, et sur les matchs de saison régulière c'était il se faisait plaisir quoi, et vraiment, et sauf que là non, on n'a pas eu des vrais 1 contre 1, c'est ça le problème, c'est qu'on a eu des aides, on a eu des stunts, on a eu un terrain qui était bouché, on a eu des drives qui étaient tués dans l'œuf dès le début, dès la tête de raquette, voilà, on a eu tout un système d'aide qui fait que bah non, c'est pas aussi caricatural qu'il a fait une assist, donc ça veut dire qu'on l'a laissé scorer, on lui a pas permis de faire du playmaking. Non, c'est juste qu'il n'y avait pas de shooter, donc on s'est permis de venir aider. Et puis voilà, quoi, ça fait au final une série qui est un peu bizarre pour Luka Doncic. Et en même temps, bon, mais à quel point est-ce qu'on peut lui reprocher son shot making sur des tirs que d'habitude il met, ok. Et en même temps, voilà, s'il n'y a pas de shooter face à la meilleure défense de NBA en termes d'occupation de l'espace, bah c'est compliqué, quoi. Bah ouais, c'est exactement ça. Mais je pense que c'est là où on s'est rendu compte. Je pense que les gens se sont peut-être leurrés sur le supporting cast de Dallas suite aux victoires contre les Clippers, OKC, Minnesota, où ils ont vu un peu PJ Washington et Derrick Jones Jr. comme des bons, enfin, c'est des bons joueurs de basket, je remets pas ça en question, mais c'est des joueurs avec des défauts structurels, et j'ai un peu l'impression que les gens les avaient oubliés. Et sauf que, en fait, Boston est une équipe qui amplifie les défauts structurels d'une équipe. Et bah là, ça leur est revenu dans la gueule assez clairement. Moi, j'ai le rappel de Grayson Allen aussi. Je pense que c'était le joueur qui a le plus été, genre, victimisé par Boston, parce qu'ils étaient là, genre, ah bah super, on va pouvoir le faire rentrer. Ça va apporter du spacing pour Giannis. Et en fait, bah, tu le fais rentrer et tu te fais fumer derrière, parce que Boston adore ce genre de joueurs-là où ils arrivent à construire autour de ça. Et Boston est pas seulement une attaque qui profite des mismatchs, c'est aussi une défense qui profite des défauts structurels, quoi. Et du coup, je pense que Dallas en avait trop pour passer l'obstacle du Massachusetts. Après, c'est vrai qu'on est un peu plus proche de ce qu'on imaginait en saison régulière, on va dire, sur le rendement de ces role-players, mais en même temps, ils ont fait des playoffs où ils les mettaient les tirs. Oui. Donc, Oui. donc au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, ok, ça s'arrête quand, quoi? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bon, ça s'est arrêté là. En effet, je pense qu'il y a un côté de toute façon, Boston les aurait pas respectés, mais t'aurais pu aussi avoir un scénario où ça rentrait un peu plus, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi un effet aléatoire, peut-être un retour de bâton, une normalisation, quoi. Tu sais, où c'est beaucoup rentré contre OKC, et là il y a plus rien qui rentre, quoi. Donc c'était un peu dommage, mais tu vois, ça aussi, je suis un peu déçu. Deux points où j'étais un peu déçu tactiquement, c'est le peu de créativité finalement de Jason Kidd, parce que ok, t'affrontes une défense en switch all, donc a priori, il n'y aura pas de décalage créé nulle part, mais ça n'empêche que tu aurais quand même pu faire des actions un peu complexes il y a toujours des erreurs dans des switches. En tout cas, tu peux les forcer, les erreurs, en termes de comment est-ce que tu relâches l'angle de l'écran après le switch ou ce genre de choses. Bon, tu aurais pu faire plus, et là, c'est vrai que c'est assez simpliste. J'ai pas aimé le fait qu'on n'ait pas beaucoup utilisé PJ Washington, parce que Boston jouait un peu avec ses match-ups, notamment en lui mettant Derrick White dessus. Et finalement, on l'a pas trop attaqué, quoi. On l'a pas trop attaqué frontalement Derrick White par PJ Washington, alors que Washington, voilà, il a pas de shoot, mais bah, c'est quand même un poste 4 qui a un peu de ballon, qui est créateur, qui peut faire du driving kick, qui peut faire du post-up, qui peut faire des pick and roll entre gros. Donc ça, j'étais un peu déçu. Exactement. Non, mais même pas que short roll, je veux dire en création pure, tu vois, en initiateur. Ouais, mais je comprends, ouais. Mais je comprends totalement. Et tu vois, alors qu'ils ont utilisé Gafford pour attaquer Tatum parfois au post-up, genre. Oui. Moi, j'aurais peut-être pas fait Gafford Tatum, j'aurais plutôt fait PJ Washington, Derrick White, clairement. Et puis l'autre point, c'était pas non plus beaucoup de systèmes pour essayer de mettre en mouvement Doncic. Ce qui est un peu dommage, parce que face à une défense quadrillée, bah, tout était bien en place et donc moins d'espace. Mais tu vois, il y a des fois où dès qu'on le met un peu en mouvement, ça marche, quoi. Tu vois, il y a une match 5, il y a une get action qu'on n'a jamais vu de Doncic de faire des get action, et en même temps, c'est pas son jeu, mais de pas prendre un pick and roll classiquement, de le négocier balle en main, mais je lance la balle vers l'avant, vers le poseur d'écran. Je cours sans ballon, je viens le chercher. Ce qui fait qu'il y a un petit temps d'avance, parce que c'est plus facile de courir sans ballon qu'avec. Et donc, Jalen Brown était en retard, et ça a libéré un alley-oop pour Derrick Jones Jr., tu vois, un truc comme ça. Ou alors des pick and roll à 2 écrans, où ensuite il est poseur d'écran, et puis lui-même il reçoit un écran, et donc il peut enchaîner sur un pick and roll, mais en étant déjà lancé. Bref, plein de petites actions comme ça qu'on n'a
peut-être pas assez vu, pas assez de post-up, ça je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on fait pas plus de post-up avec Doncic alors que ça marche hyper bien. Et voilà, c'est toujours utilisé avec parcimonie, j'étais un peu déçu. Et puis oui, non. Niveau decision making, bon, pour revenir sur le niveau général, j'ai pas trop aimé quoi. J'ai pas trop aimé sa série, lui et Kyrie. Je trouve que en fait ils sont tombés pile dans le piège de Boston. Qu'est-ce que fait Boston? Bah ils switchent sur tous les écrans, notamment donc à Horford, à part le match 5, mais ça switch. Et ensuite on demande à Horford de presser haut pour contester un éventuel pull-up. Et surtout en étant haut, même si on est vulnérable au drive parce qu'on est trop haut, il y a une aide derrière de toute façon. Donc qu'est-ce qu'a fait Doncic? Bah, plutôt que d'attaquer sur drive, bah, il est resté, il prenait le pull-up à 3 points. Mais sauf que Horford il était prêt. Et donc c'était pile le schéma, c'est le schéma voulu quoi. C'est Horford qui switch et qui reste haut. Donc le switch permet que zéro décalage sur l'écran. Et puis ensuite, Horford qui conteste le pull-up. Voilà, c'est pas un bon tir. Et c'est tout le problème aussi avec les Doncic et ce pull-up à 3 points qu'il aime bien, qu'il aime sans doute un peu trop. Bah voilà, moi c'est un peu mon problème, mais globalement je pense que le shot making, le decision making de Doncic et Irving n'a pas été top sur la série, donc c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen d'avoir une belle série, mais ça passait aussi par des mecs en forme, notamment les, les acteurs principaux de Dallas, et ça n'a pas été le cas, donc c'est aussi pour ça que je pense que ça a été plié assez vite quoi. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, Luka, il est à 11 sur 45 à 3 points sur la série. Ouais. Et encore ça, il y en a 2-3 qu'il arrive à prendre justement au catch and shoot, donc à mon avis sur pull-up c'est assez mauvais. Et je trouve que même ils ont pas toujours choisi les bons mismatchs à attaquer, à aller chercher. Est-ce que Al Horford c'était vraiment celui que tu voulais aller chercher au final? Je me dis quand tu vois les playoffs d'Al Horford, faudra peut-être mettre un petit mot là-dessus, mais alors moi j'étais vraiment, je pense, peut-être un des plus critiques sur son âge et ses playoffs de l'année dernière et même sa saison régulière où je me suis dit ouais c'est fini. Et waouh! Et vraiment, je pense que c'était pas le match-up à aller attaquer en fait. Pour Doncic, je pense que des intérieurs, au final, en NBA, c'était peut-être celui qui pouvait le mieux répondre. Et je pense que pour moi, un Derrick White, ou même Sam Hauser, Pritchard, et ils ont quand même pas mal joué, et même Porzingis aurait dû être bien plus attaqué. Et j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé que Dallas avait joué ce jeu-là du switch all justement assez pour attaquer les bonnes match-up aux bons endroits. Bah, disons que ça me dérange pas d'aller chercher Horford, mais ensuite pour l'attaquer sur drive en fait. Oui. Alors que pull-up, bah c'est bon, c'est pas, non, ça marche pas quoi. Mais tu sais, pour dire, moi je crois que dans nos trophées du Basket Lab en avril, je l'avais évoqué dans les Bye Bye Player of the Year, tu sais, les mecs où c'est, mais non mais alors. Pas pour de vrai, hein, pas pour de vrai, mais sur les mentions honorables, je me disais, mais est-ce que finalement, Al Horford, bientôt, il va pas être dans cette catégorie, pas cette année, mais peut-être l'an prochain. Non, mais en effet, il sort d'une saison qui était pas rassurante, quoi. Et là, il a été fabuleux sur les switches. Donc, fabuleux. Donc voilà. Mais après, tu vois, pareil, Pritchard. Alors, je recommence. Xavier Tillman qui a joué parce que Porzingis était absent. Bah lui aussi, il a plutôt très bien tenu sur ses switches. Modulo des bonnes actions de Dallas à un côté. On met un bon shooter à côté, donc ça kick out, etc. Mais il a plutôt bien tenu aussi. Oui. Je trouve globalement. Et même pour un Pritchard qui avait été victimisé en saison régulière, qu'est-ce qu'ils ont fait dès le match 1 de ces finales? En fait, ils faisaient un blitz. Donc dès qu'on avait Pritchard qui était isolé sur Doncic, bah, ça faisait un blitz et donc Derrick White qui arrivait, qui faisait une prise à deux, qui forçait Doncic à lâcher la balle quoi. Donc même ça on n'a pas eu ces points faciles et on n'a pas eu du tout la même physionomie en finale qu'en saison régulière de Doncic qui se balade à peu près où il veut pour aller scorer où il veut, même face à des switches en fait. Donc c'est là-dessus où tu vois moi, en preview, j'avais dit, bah, de toute façon, la clé de la série sera à quel point est-ce que Boston peut scorer, parce que de l'autre côté, de toute façon, Dallas va scorer. Donc, je me suis planté. Je me suis totalement planté parce que la série des Mavs, elle est catastrophique en attaque. Donc, mais oui, je me suis planté parce que le côté pick and roll qui sera pas là et le côté décalage sur pick and roll qui sera pas là, on pouvait s'en douter. Par contre, le point où ils ont gagné, c'est que, à mon avis, il n'y a pas eu tant que ça de vrai 1 contre 1, et donc ils ont limité les dégâts là-dessus, quoi. Parce que en saison, il pouvait scorer contre n'importe qui, ben là, ça n'a pas été le cas. Moi, je suis totalement d'accord, il y a eu très peu de 1 contre 1, et genre, je comprends que l'œil un peu fainéant puisse penser qu'il y ait du 1 contre 1, mais c'est parce qu'il faut regarder autre chose que juste le ballon. Et en réalité, quand tu vois un petit peu la gravité qu'a Luka Doncic off-ball, tu te rends bien compte que il attaque jamais en 1 contre 1. S'il avait attaqué en 1 contre 1, il serait pas à genre 1.08 points par tir tenté sur les finales. Il serait à 1.25. Parce que il y a... Attends, combien tu dis? 1,08 1,08 ouais, sur les finales. D'accord, donc plus que Jalen Brown et Jalen Tatum, on est d'accord.
Parce que j'ai cité le chiffre tout à l'heure, hein, c'est 1,06 pour Jalen Brown. Mais ok. Ouais, c'est ça. Mais c'est encore une fois, tu vois, le truc du MVP des finales, ça peut pas être un mec de l'équipe qui perd aussi, apparemment. T'es là, genre, c'est... Est-ce que l'année du décès de Jerry West, on n'aurait pas pu faire une exception? Ah là là. Je sais pas, parce que Jerry West est le seul qui l'avait été, tu sais, C'est vrai, c'est le vrai, premier de c'est vrai. l'histoire. En tout cas, il a pas voulu aller au bout des finales cette fois. D'ailleurs, il y a un autre lien avec... ok, super. Il y a un autre lien avec ces finales, parce que c'est depuis ces finales 69, du coup, première fois qu'on a un coach aussi jeune, champion NBA, parce que c'est cette année-là c'était que Bill Russell. Exactement. Mais j'aurais bien aimé que Mazzulla il se fasse rentrer un petit peu surprise à la fin du match 5, il met le short, il se met au milieu d'une zone 1-3-1 là, et ça aurait été pas mal, ça aurait été marrant. Mais en tout cas, gros respect à Mazzulla sur les playoffs quand même. Tu sais qu'on a parlé de Amil Jefferson, donc le pote de Tatum à la fac, qui est aujourd'hui assistant coach. J'ai vu aussi passer ça, Joe Mazzulla, s'était déclaré à la draft 2011 à l'époque. Non. Si, avec West Virginia, donc la draft avec Kyrie notamment. Donc c'est un peu marrant. Ah ouais, c'est fou. Et Sam Cassell aussi, qui gagne avec, en tant 2008, que joueur de les 2 derniers titres de Boston, il y avait Sam Cassell dedans. Oui, et pareil Dallas, Jason Kidd 2011. Ah mais non, merde, désolé. Ça marche pas du coup. ça marche pas. Non, bref, pour fermer la parenthèse Doncic, bon, effectivement plus efficace, mais j'ai pas aimé ces finales non plus. Après, est-ce que c'était tout de même le meilleur joueur sur le terrain? Peut-être, mais voilà. Au-delà de, tu sais, le côté aléatoire parfois du tir ou tout ça, c'était pas parfait. Et en même temps, c'était pas parfait, mais ça aurait quand même pu passer avec un meilleur supporting cast, donc je sais pas trop où placer le curseur, quoi. C'est un peu compliqué, mais comme dit, on l'a assez détaillé, mais il y a peu de choses qui ont très bien marché, quoi. Même, t'en as parlé aussi tout à l'heure, mais même le côté bonus, rebond offensif, parfois, qui a pu aider Dallas contre OKC, ça on l'a pas eu, quoi. On n'a pas eu la transition. Le demi-terrain, ça a été compliqué, parce qu'aussi Boston a cette créativité et cette polyvalence défensive avec Jrue Holiday, qui est utilisé très différemment. Enfin bref, tout était parfait. C'est comme dit aussi en preview, moi je pensais que je prenais Dallas, mais je pensais être la minorité, mais je voulais un peu miser sur le fait que voilà, grosse performance, le côté isolation, pick and roll, voilà, ça marche beaucoup. Et j'étais étonné de voir que c'était la majorité des avis, quoi, parce que pour moi sur le papier, Boston est quand même assez supérieur, quoi. Et voilà, on a eu le scénario où Dallas, qui est l'outsider, a pas été bon, donc ça a été plié assez vite, quoi. Finalement, c'est un peu l'histoire de cette série, quoi, je trouve. Ouais, moi j'avais annoncé en 5 parce que j'avais peur de m'en prendre plein la gueule s'il annonçait en 4, mais pour moi Boston avait de quoi balayer la série, quoi. Donc bon, pour une fois que je me plante pas. Bon alors, justement, pour dézoomer un peu, laissons de côté le côté bilan tactique de ces finales. Qu'est-ce qu'on pense de ce titre alors Est-ce qu'un titre est un titre, ou est-ce que finalement, Boston, vous êtes bien gentil et finalement vous avez affronté personne. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça finalement? Sérieusement, pour une fois. Non, mais je pense que il y a un peu deux lectures. Je pense que il y a une lecture qui est assez générale, que c'est une saison qui est historique, parce qu'une saison, au final, c'est un titre, c'est un petit peu la conséquence d'une saison, et c'est la conséquence. Enfin, je trouve que c'est l'équipe qui avait tous les indicateurs classiques au vert, tu sais, le offensive rating relatif à la moyenne, enfin tous ces trucs-là, en gros, ils ont tout éclaté. C'est une des équipes qui avait gagné le plus de matchs par 15 points d'écart, donc ça aussi apparemment c'est un indicateur. T'avais un peu ce truc-là de genre Boston a vraiment tous les indicateurs au vert, petit clin d'œil. Et du coup t'as ce truc-là de parce qu'ils jouent en vert, c'est ça? Eh oui, c'est pour ça. Et t'as le truc de ils ont pas été en fait pour moi, vu qu'ils ont pas joué contre Denver ou contre Miami au complet, ou contre les Sixers, et aller peut-être toi je sais que New York, tu penses que ça aurait pu être une équipe qui les embêtait, mais je trouve qu'ils ont pas joué contre des équipes capables de les faire déjouer. Et du coup, j'ai pas la réponse à ma question de est-ce que Boston était équipé pour gagner quoi que ce soit. Est-ce que tu vois, tu utilises parfois le terme d'implacable pour les drivers. C'est des drivers qui peuvent driver en toute situation. Est-ce que Boston est une équipe implacable, ou est-ce qu'elle est juste
Elle a juste jamais tombé sur la match-up en playoff qui pouvait la faire vaciller. Je pense que c'est ça, mais je pense qu'il y a aussi le truc de ce titre-là est la conséquence d'une construction d'équipe qui date depuis 2021 et même avant ça. Et je pense que le titre est quand même mérité dans le travail, dans sa globalité, mais il répond pas du tout. Genre, il répond. C'est marrant de dire ça, mais genre, ils ont gagné le titre et ça répond je suis toujours aussi convaincu des arguments que j'avais quand je disais qu'ils allaient pas gagner le titre pour les arguments de problèmes de fréquence au cercle, de problèmes de un petit peu de rigidité défensive avec Porzingis, d'adaptabilité face à certaines match-ups, notamment Doncic, ou alors des gros porteurs de balles plus dynamiques sur pick and roll. J'ai pas vu, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir eu réponse à mes questions là-dessus. Mais ça reste un titre et dans tous les cas, faut le prendre. Faut le prendre et faut le célébrer. Tu veux dire que c'est pas. Oui, alors déjà, il y a un aspect fan où je pense que quand t'es fan, tu t'en fiches un peu de. Enfin, Oui. en plus c'est un cycle assez long avec Tatum Brown, t'as beaucoup souffert, etc. La zone de Miami, ah, le cauchemar, 2-3 fois, cette zone de Miami. Non, mais je veux dire, quand t'es fan, tu t'en fiches, quoi. Enfin, tu t'en fiches. Un titre, quoi. Donc ça je peux comprendre. Mais ce que tu veux dire, c'est que pour aller rebasculer sur un volet plus analytique, c'est que finalement, pour toi, Boston n'avait pas ce profil de équipe qui gagnait malgré tout, en fait. Oui, c'est ça. Il y avait pas un Ouais, truc de. Enfin, tu vois, moi, une série contre Denver, le ouais, Denver de saison régulière ou le Denver de l'année dernière, enfin pas de l'année dernière, mais tu vois, le Denver de playoff, entre guillemets, avec Jamal Murray qui est pas blessé, bah, ou mauvais. ou mauvais, je mets 4-1, 4-2, 4-2 Denver, et parce que j'ai vraiment Ouais. pas senti que Boston avait les réponses face à. Mais après, en même temps, il y a une seule équipe. Denver, c'est une seule équipe sur 28, du coup, enfin sur 29 adversaires potentiels. Donc en réalité, Boston a pas un côté malgré tout, mais ils ont un côté malgré beaucoup de choses. Oui, oui, c'est ça. Donc Oui, bien ça sûr. fonctionne quand même, hein, genre. Non, mais je pense que pour moi, ces playoffs, c'est un des rares cas, en tout cas un des cas des plus marquants de mémoire, en tout cas de ma mémoire, de à quel point le match-up et le fit et le match-up est important en playoff, en fait. Là, on a vraiment eu ça, quoi. C'est-à-dire que on a eu Denver qui est tombé sur la seule équipe qui était, qui était l'antidote, le poison pour eux, donc les Ouais, Wolves c'est avec ça. ce combo unique, littéralement unique de défense intérieure d'élite plus ce périmètre génial pour compenser le tout. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté, le match-up aussi, Dallas qui a gagné, alors que je suis pas sûr que Dallas aurait gagné contre Denver parce que je vois pas comment Dallas aurait résolu ce problème de Jokic en fait. En termes de défense de Jokic, ça aurait été très Ah ouais. compliqué. Et contre les Wolves, bah finalement, eux, bah, les problèmes défensifs que les Wolves posaient de création de décalage à Denver, bah, ça n'a pas été le cas parce que Dallas, bah, s'il n'y a pas de décalage, c'est pas grave, hein, je peux quand même attaquer un contre un et tout défoncer et aller au panier et Doncic, voilà ce genre de choses. Plus le côté aussi, le côté pick and roll qui a fait du mal, quoi. Bon, cela dit, le pick and roll aurait aussi fait du mal à Denver, mais voilà, défensivement, je vois pas comment les Mavs auraient pu gérer Jokic. Et c'est un peu pareil du coup avec les Celtics pour moi. Alors, je pense que les Celtics auraient peut-être beaucoup mieux pu gérer le cas défensif de Jokic. Mais voilà, là aussi, bah, ils sont pas tombés contre ça. Et en plus, ils sont contre une équipe qui a pas un bon spacing. Donc ça, c'est pas top non plus, quoi. Je vais dire n'importe quoi, mais est-ce que les vrais Clippers, avec un Kawhi Leonard pas blessé, j'aurais bien aimé voir ça aussi, ce duel de switch-all, ce duel de Ouais. small ball aussi entre Boston et Clippers, j'aurais beaucoup aimé. Mais voilà, pour moi, ça rappelle aussi à quel point tout est une question de match-up, en fait, finalement, dans ces playoffs. En tout cas, ces playoffs le montrent plus que, plus que d'habitude. Parce que, ouais, on a Denver éliminé au deuxième tour, qui, pour moi, n'est pas forcément moins bon. En tout cas, n'aurait pas forcément perdu la finale à 100% contre eux, les champions en titre, quoi. Ah bah, clairement. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a les équipes comme les Clippers, ce qu'on a noté aussi, mais il y a aussi des équipes théoriques comme les Bucks, qui n'ont pas pu être vraiment Ouais, gênantes en playoff parce que du coup, problème de blessure. Mais pour moi, le à l'Enix aussi, spacing hein. est. Ouais, ouais, les Knicks, c'est pareil parce que du coup, t'as la série contre Philadelphie qui est hyper compliquée et qui les draine complètement et du coup, ils tiennent pas la longueur contre Indiana. Même des Knicks. Même les Sixers, des Sixers pas blessés, coachés par Nurse Ouais. à 100%, voilà, tu vois, je me dis, bah, potentiellement, il pouvait y avoir des match-ups très compliqués, mais elles n'ont pas eu lieu. Et du coup, bah, Boston a aussi déroulé, et c'est aussi pour ça que tu fais une saison régulière de 82 matchs. C'est parce que tu arrives en playoff, et alors Ford qui a joué 25 minutes par match en saison régulière, il en a joué plus de 30 pendant les playoffs.
Et c'était 30 minutes de playoff. C'était d'un haut niveau. Et t'as pas ça si t'as pas la profondeur d'effectif et tout ce qui va avec. Donc tu gagnes quand même en plus sans Porzingis. Porzingis, il a joué 160 minutes sur les playoffs. Hein. C'est rien du tout, quoi. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait aussi l'an dernier, bilan de la finale l'an dernier avec Antoine. Voilà, il y a un peu ce. Enfin, c'est tout le temps, hein, ce côté match-up. C'est tu affrontes qui tu affrontes, quoi. Ah Et oui. je pense qu'il y a un peu ce mythe de l'équipe parfaite, comme on disait l'an dernier. Déjà bah oui, Denver, ok, ils sont pas parfaits. Ok, ils ont pas affronté un five out et ils auraient souffert face à ça. Ok, ils ont pas affronté un porteur de balle d'élite qui était pas blessé. En même temps, ben voilà, t'affrontes qui tu affrontes et t'as pas besoin d'être parfait pour aller au titre. Alors là, en plus, le cas de Boston, là où c'est embêtant, c'est parce que je trouve, hein, c'est qu'en plus, c'est même pas qu'ils ne le sont pas parfaits, c'est qu'on ne sait pas en fait. Mais, Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais mais ouais. on n'a même pas eu la chance de voir si c'était le cas ou pas, qu'il soit excellentissime, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Et bon, moi, je suis un peu comme toi, moi, je garde toujours mes doutes. Alors, les doutes, on s'en fiche, parce qu'au final, bah, la finalité, c'est un titre, donc bah, s'ils l'ont, on s'en Oui, fiche un peu, oui. quoi. Mais non, tu l'as, quoi. Mais c'est vrai que globalement, je trouve que la saison régulière, de plus en plus, faut faire, enfin, comment dire, je m'attarde de moins en moins sur tout ce qui est net rating de saison régulière parce que c'est un peu particulier. Et je pense que Boston avait aussi cette particularité de pourquoi est-ce qu'ils ont eu un différentiel attaque-défense aussi gros sur la saison, c'est parce qu'ils arrivent à mettre des énormes fessées à des petits. Et en même temps, bah, ça fait partie du jeu, hein, c'est pas non plus pour Ouais. leur enlever du crédit, mais en tout cas, par rapport à leur net rating, j'étais un peu suspect. Il se trouve que j'étais peut-être dans le faux. Il se trouve aussi peut-être qu'ils n'ont pas été totalement testés, peut-être un peu des deux, peut-être que c'est juste moi qui étais vraiment dans le faux à me méfier. Mais voilà, j'avais pas cette impression de implacable, comme tu dis. Et c'est vrai qu'en playoff, on n'a pas eu ça non plus. Mais en même temps, bah, tant pis, quoi. Enfin, tant pis pour les autres. Hein. C'est pas la faute de Boston. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir du coup bah, l'an prochain, et puis face à différents match-ups, etc. Okay. Et là encore, pardon, je me répète, mais c'est ce que j'avais dit l'an dernier avec Denver. Bah, Denver, ils ont eu le parcours qu'ils ont eu, peut-être un peu de réussite, un peu tel ou tel match-up qui est bien pour eux. Si ça se trouve l'année d'après, ils vont se faire éliminer au deuxième tour, et puis ça va être la catastrophe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'un coup, c'est plus Denver, l'équipe imbattable, etc. C'est là, ils se font sortir au deuxième tour en s'effondrant en match 7. Mais tout ça pour dire qu'il y a cette importance des match-ups, il y a l'importance de l'aléatoire aussi. Je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point, enfin si toi oui, parce que tu as vécu Miami-Boston l'an dernier, mais il y a ce facteur aléatoire qui est aussi énorme sur des échantillons aussi courts. Donc en fait, Oui. c'est très compliqué et c'est aussi pour ça que je trouve qu'il faut pas juger que par rapport au résultat final. Tu vois, parce que là, du coup, si tu additionnes un peu les deux, tu dis ah ouais, énorme saison régulière plus énorme playoff, il y a pas à dire, c'est une des meilleures équipes de l'histoire. Peut-être. Mais moi, je serais pas prêt à le dire parce que je les ai pas vus tester complètement pour pouvoir l'affirmer. En fait, c'est ça le problème. Et le problème que j'ai avec ce genre de lecture un peu par le résultat et ne pas étudier le contenu et complètement parler du contenu et donc avoir une analyse que je trouve plus pertinente, c'est que tu vois, on s'en retrouve après à des situations comme les Kings. Les Kings, il y a beaucoup de gens qui cette année sont très déçus. La prolongation de contrat à Mike Brown, elle traînait un peu. On a eu des rumeurs de ah ouais, finalement, les propriétaires sont très déçus de cette saison, alors que l'an dernier ils étaient troisième et là finalement ils sont. Mais oui, mais en fait, si tu regardes le résultat, juste le résultat brut, et toi tu es de mon avis, je le sais, mais juste le résultat brut, bah ok, ils passent de 3e à 9e, sauf qu'en fait, non, dans le contenu, ils sont pas très différents par rapport à l'an dernier, en fait. Donc c'est d'où l'importance de ce genre d'essayer d'aller creuser un peu plus loin, parce que juste sur le résultat en lui-même, c'est vrai que ça peut être trompeur parfois, et donc tu peux arriver à faire des mauvais résultats, mais des mauvaises conclusions, pardon, j'arrive plus à parler. Mais voilà. Non, mais c'est là où je pense que Brad Stevens est assez stoïque là-dessus. J'ai écrit un mini-article là sur QI Basket justement pour parler un peu de la suite parce que je trouve que lui, au contraire, a pas l'air très résultat. Enfin, il est pas très orienté. Il prend pas des décisions ou des conclusions sur les résultats. Ouais. Quand tu vois, il l'interview après le match, il dit bah moi je suis content pour Jaylen Brown et Jason Tatum parce que ils ont la validation d'un titre, mais il dit moi je trouve que la validation elle sert à rien, elle est débile et il dit je pense pas que c'est plus des winners aujourd'hui que ça l'était il y a une semaine. Et il Ouais. dit en réalité genre ça vient valider un truc qui a pas forcément besoin d'être validé. Et un autre truc, c'est que il y a Jrue Holiday qui lui dit merci de m'avoir ramené à Boston et Brad Stevens qui lui dit long hold ahead. Donc en gros concrètement genre demain on retourne bosser et genre c'est pas fini. Et je pense que Brad Stevens est clairement conscient des défauts de l'équipe parce que même en interview il avait fait une interview je crois avec Jared Weiss entre les playoffs et la saison régulière,
Et il disait, bah, moi, en fait, l'équipe, elle a gagné 64 matchs, mais si on me demande si est-ce que c'est ce que j'attendais, il dit, j'en sais rien. En fait, moi, je regroupe je regroupe tel et tel joueur avec tel et tel coaching staff. J'ai certaines espérances, mais 64 victoires, ça arrive très rarement. Un titre, ça arrive très rarement. Donc, en fait, tu fais du mieux que tu peux avec les armes que tu as de manière un petit peu de construction d'équipe. Et ensuite, tu pries pour que ça marche. Et là, pour le coup, bah, Boston, ça a marché parce que t'as plein d'axes qui se mettent un petit peu en place pour t'arranger. T'as les blessures, t'as Porzingis qui s'est pas blessé de la saison régulière et du coup t'as un Horford qui arrive en forme. T'as Denver qui se fait éliminer par Minnesota, puis Minnesota qui se fait éliminer par Dallas. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas tout prévoir non plus. Et je pense que Boston est champion parce qu'ils ont mis peut-être de toutes les équipes NBA, c'est pas la plus parfaite, mais c'est celle qui a le plus réussi à se créer de la marge de manœuvre. Et en fait, Oui. c'est peut-être plus ça, la vérité, c'est que c'est pas la meilleure équipe, mais c'est celle qui avait le plus de marge de manière un petit peu générale. Et c'est ce que tu vois dans les indicateurs de saison régulière d'ailleurs. Donc, je pense que c'est plutôt ça, la réalité du titre, que c'est la meilleure équipe. Oui, en même temps, il y a un peu ce côté, comme dit, où ben, en fait, c'est pas qu'ils pouvaient pas battre une équipe d'élite, c'est juste qu'ils l'ont pas fait. Et tu vois, il y a ce truc aussi de. On peut à la fois et en même temps, pardon, en même temps, être déçu en tant que spectateur qu'il n'y ait pas eu plus d'adversité, et de l'autre côté, bah, c'est pas pour ça qu'il y a moins de crédit enfin, il y a du crédit à retirer à Boston, quoi. Je pense que les deux peuvent coexister. C'est pas parce que, ah bah tiens, tout le monde a été blessé que du coup le titre vaut rien, quoi. On peut juste être déçu en tant que spectateur, mais de l'autre côté, quand on reprend une casquette un peu plus analytique, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et puis même, il y a pas de crédit à enlever à Boston s'il y a des mecs qui ont été Non, blessés, quoi. Donc, donc non. voilà. Et de l'autre côté aussi, ça marche dans les deux sens, en fait. J'ai pas envie de les couronner comme s'ils avaient battu les Warriors 2016, quoi, tu vois. Mhm. Enfin, peut-être qu'ils étaient capables, mais, mais juste que tant qu'ils l'ont pas fait, je leur donne pas le crédit. C'est un peu, enfin, ça marche un peu dans les deux sens. Et pour ce côté résultat, je pense que, pour le résumer, je pense que tu n'as pas aujourd'hui un meilleur avis de Tatum parce qu'il a gagné un titre. Et je pense que tu n'avais pas un avis catastrophique de Tatum parce que l'an dernier, il a perdu en finale de conférence. Je me trompe ou pas? Non, mais clairement. Et puis même Bah en voilà. même en finale 2022, au contraire, moi je les avais trouvées bonnes ces finales 2022. C'est là où tu commences à voir qu'il peut être impactant sur un match sans être bon au scoring et même en étant très mauvais au scoring. Et au contraire, non, moi, l'avis des joueurs change pas. Moi, ce qui est peut-être le truc qui a changé pendant les playoffs, c'est l'approche de Jrue Holiday et la compréhension du joueur qu'il aurait pu être tout au long de sa carrière s'il avait été mieux utilisé. Ouais. Et parce que du coup, je pense que j'avais une mauvaise vision du joueur, pas à cause du joueur, mais à cause de son utilisation. Et du coup, Non, mais c'est plus ça. t'avais la bonne vision du joueur qui était mal utilisé. T'avais pas une mauvaise vision, t'avais une bonne vision sur un mec qui était mal utilisé. Non, mais c'est ça, quoi. C'est pas Ouais. pareil. C'est pas pareil. Non, non, mais tu vois, c'est pour ça que on tient très peu compte de ce diktat du résultat, parce que voilà, c'est pas parce que Tatum il gagne le titre que d'un coup, dans le top 100 de l'été, il va passer de 8e à 2e, quoi. Enfin, en tout cas, pas chez moi, quoi. Non. Je mets pas ce genre de. Et je sais que beaucoup de gens le font et ils ont le droit, mais je mets pas autant de valeur sur juste le côté résultat et sur. Après, il y a aussi un autre aspect de tirer des grandes leçons aussi de. Ben, attention. Enfin, bref. Non, alors d'ailleurs, parmi les grandes leçons, Mazzula, on en a déjà un peu parlé, mais l'importance aussi de rappeler que les coachs peuvent progresser. Parce que c'est vrai qu'on a Oui. rappelé. Surtout à 36 ans. Ben voilà, exactement. Surtout à 35 ans, en effet. Mais non, mais en plus, on avait fait un peu le même constat avec Mike Malone, hein. Moi, Mike Malone, que j'ai jamais beaucoup aimé. Et pourtant, l'an dernier, voilà, il appuie sur tous les bons boutons, il fait les bons ajustements au bon moment, sans s'entraîner. Déjà, l'an dernier, on faisait ce truc de, bah ouais, en fait, les coachs peuvent progresser. Madoula, c'est un exemple même encore plus extrême, je pense, de ça, où il y a tout le monde qui réclamait sa tête parce que l'an dernier, c'était pas top. En plus, je pense que c'est pas que le fait que les résultats étaient pas là l'an dernier, c'est aussi le fait, enfin, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, entre guillemets, au pouvoir. C'est pas tant, il avait été choisi par le front office sur une situation sereine, etc. Il y avait peut-être aussi un effet de, tu sais, intérim un peu, on peut pas faire autrement parce qu'il y a l'affaire qui éclate en septembre. Bon, ben ça va être lui, quoi. Donc je pense que ça a peut-être aussi ça participé à aggraver ce côté. Bon, ben il faut le changer, quoi. C'est juste un mec qui est pas prêt et qui a été mis là sur le devant de la scène. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si le mec avait été embauché en bonne et due forme en juillet, comme tous les autres coachs et tout, peut-être qu'on aurait été un peu plus patient. Là, je pense qu'il y avait aussi un côté peut-être de dire non, ben c'est juste qu'il a été mis là pour cette année, mais allez, il faut passer à autre chose, quoi. Ouais, puis il y a le truc aussi que l'année dernière, vu il a pas été recruté en juillet comme bonnet du forme, comme je disais tout à l'heure, il avait pas un coaching staff que lui avait choisi. Donc Ouais. en plus d'être choisi au dernier moment,
lui, il a presque pas choisi d'être là non plus, en fait. En tout Ouais. cas, il est pas dans les dispositions qu'il veut. L'année dernière, et c'est l'année d'avant qu'il coach, c'est même pas un des assistants coach primaires, donc c'est-à-dire que il a pas du tout, il sait pas du tout, il y a un espèce d'accélérateur de particules qui est mis en place et il est choisi lui, alors que c'était pas forcément, tu vois, tout le monde s'attendait à que ce soit Damon Stoudemire qui soit pris en remplacement d'Ime Udoka et Brad C'est pour ça Stevens qu'il est parti d'ailleurs, non? Bon, je pense, puis en plus, il est parti en milieu de saison. Ouais, C'est ouais, très pour ça. bizarre quand même, tu vois. Genre, Ouais. enfin bon, bref. De ce qu'avait dit Jared Weiss, un petit peu, il y avait un peu un truc bizarre autour du coaching staff l'année dernière parce que c'était vraiment les gars d'Ime que Ime avait ramené de Portland, des Spurs, etc. Et il y avait vraiment un truc il sait pas Joe était un peu, il y avait un peu ce truc-là eux avaient pas forcément envie d'être dans le coaching staff de Joe Mazzulla. Et je pense que cette année, au contraire, ça c'est beaucoup mieux, ça a goupillé. Et puis voilà, puis même en termes là pour le coup, en termes de leadership, même si c'est des mots qu'on essaie d'utiliser le moins possible, t'as quand même une certaine rayonnance qui se ressent à travers les joueurs à son sujet. Et même au terme du coaching staff et même dans les médias, je pense que l'année dernière, il n'y avait pas du tout ce truc-là où il était pas en place même émotionnellement. Et là, tu sens que même la gestion des matchs est beaucoup mieux gérée que celle de l'année dernière qui était c'était un peu plus le foutoir. Donc clairement, il a progressé sur tous les aspects et même dans sa communication qui moi me fait beaucoup rire. Mais ouais. Non, très content pour lui et très content d'avoir changé d'avis. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Et même si on passe notre temps à analyser des choses microscopiques pour comprendre un peu les images, enfin la big picture, bah les choses petites peuvent changer et peuvent du coup au fur et à mesure changer aussi l'image des coachs ou des équipes. Donc non, c'est un bon apprentissage cette saison. Oui, et puis donc rappeler que un coach n'est pas une valeur fixe. Hein. C'est pas, enfin, c'est comme les joueurs hein, finalement. Tu peux faire des Oui, bonnes saisons, des mauvaises saisons. D'ailleurs, Brad Stevens, meilleur coach de NBA, bah, sa saison 2019, elle est nulle. Hein. Elle est pas très bonne. Donc voilà, mais enfin, on n'a pas ouais. toujours cette notion, tu sais, on pense que c'est à peu près fixe. On n'a pas ce truc de, bah, ça peut bouger, ça peut progresser, ça peut régresser aussi parfois. Ça peut plutôt être bon, plutôt être pas bon. Bah là, effectivement, on a eu une progression, je trouve. Alors aussi pour dire le coaching staff, donc l'an dernier, il y avait Aaron Miles, Damon Stoudemire, Tony DeBains et Ben Sullivan, donc à peine 4 en plus assistant coach. Et cette année, totalement différent. Hein. Donc Amil Jefferson, comme on a dit. Qui est-ce qu'on a Matthew Reynolds, qui était coaching associate, qui est passé assistant coach. DJ McLee, Sam Cassell, qui a été recruté en vétéran. Charles Lee aussi, qui a été recruté en tant que top assistant d'ailleurs. Il est parti à Charlotte, hein, c'est ça, depuis. C'est ça. Donc voilà, on a aussi mis de la compétence. Et alors, il y a Phil Pressé aussi sur le banc, en Ouais, assistant coach. développement joueur un peu plus lui. Attends, mais le Phil Pressé, le Phil Pressé Ouais. de il y a 10 ans, là, le petit meneur. C'est ça, exactement. Ouais, oui. Punaise. Et Eh ben, oui. Et ben oui, oui. j'avais écrit sur lui les meilleurs free agents meneurs non draftés disponibles en 2013. Si, et lui, il est beaucoup plus avec le coaching, le développement des joueurs, avec du coup, il y a qui? Il y a Phil Pressé, Jermaine Bucknor, Craig Lunchenaut, Tyler Lashbrook et Ross McCain, qui du coup sont un petit peu les assistants plus orientés développement de joueurs, qui sont là souvent justement au shoot-around, sur les avant-matchs et tout. Et Phil Pressey est un peu la tête d'affiche de ça parce que bah, du coup c'est l'ancien joueur de Boston qui du coup est celui aussi qui a fait la plus grande carrière en NBA. Phil Pressé, Amil Jefferson. Il a joué en NBA, Amil Jefferson ou pas? Je sais plus. Bon, c'était pas Je la folie pense non pas. plus, Phil Pressé, on est d'accord. Hein. Ah non, Mais c'est pas la folie, mais c'était drôle. Enfin moi c'est ça. j'ai des souvenirs j'ai quelques souvenirs. Puis après il était parti jouer en France. Il jouait où ça, à Monaco? Non, je sais plus, j'en sais rien en fait. Barcelone, non, c'est pas en France, ça, Barcelone. Je crois Non, pas. bah non, pas du tout même. Bref, non, il y avait aussi assistant coach énorme, c'est Pep Guardiola aussi, dans ce Oui, coaching oui. staff. Pep Guardiola, apparemment.
Non, voilà, donc une des leçons de ces finales aussi pour moi, c'est ça. J'en avais 2 autres. D'abord, la continuité. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette notion de la continuité qui est beaucoup apparue sur les réseaux dernièrement? Bah, la continuité, est-ce qu'il y a vraiment de la continuité? J'en sais rien, moi. Il y a quand même eu beaucoup de changements. Ça veut dire quoi, la continuité? Bah, c'est un peu ça, je suis un peu d'accord, c'est pour ça que en fait tout le monde disait c'est l'aboutissement d'un cycle, ça prouve à tous ces flambeurs qui essaient d'acheter des superstars que... Bah attends, vous avez vu le cas, vous avez vu combien ils payent les propriétaires de Boston? Non mais Boston, surtout, ils non, non, mais l'ont acheté, enfin bref. non, il y avait un côté de, tu sais, ah ouais, ça prouve à ces gros marchés ou à ces mecs qui veulent payer des gros superstars pour construire une équipe que ça marche pas. Ce qui marche, c'est la continuité. Bon, en Bah, l'occurrence, il faut quand même se rendre compte que en dehors, en fait, quel est le but? Quel est le but pour gagner un titre? C'est d'avoir une ou plusieurs superstars. Voilà. Donc en l'occurrence, quand tu l'as pas, tu vas la chercher. Mais une fois que tu l'as, ben oui, tu restes dans la continuité parce que tu vas pas t'en séparer. Alors, hormis des cas, la Kevin Durant ou des mecs qui râlent, mais une fois que tu l'as, a priori, tu vas rester dans la continuité parce que une fois que tu l'as, tu vas pas bouger. Donc, ok. Mais par contre, donc à l'inverse, Boston donc avait Brown et Tatum qui sont un peu les pierres centrales, ça se dit, hein, non, le point focal, bref, du projet. Donc, ils ont leur superstar. Par contre, continuité sur les stars, ok, mais parce que tu vas pas les bouger une fois que tu les as. Mais par contre, tout le reste, bah pardon, mais tu prends les joueurs majeurs il y a 2 ans. Comment est-ce que Boston commence la saison il y a 2 ans? Je sais pas si tu es capable de me donner des noms, mais je crois c'est quoi? C'est du Marcus Smart, Robert Williams, Grant Williams, Josh Richardson et Dennis Schroeder. Voilà, ça c'est les 5 rotations principales en plus de Brown et Tatum. On parle d'il y a 2 ans. Il commence l'année il y a 2 ans avec ça. Ouais. Et là, ben voilà, il y a Derrick White, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, enfin bref, Grant Williams est parti, Marcus Smart est parti, désolé, Robert Williams est parti. Donc c'est là-dessus où je suis pas trop d'accord parce que je pense que c'est aussi juste un moyen de mettre un taquet, de dire ah ouais, il faut pas payer pour des superstars et tout, les Brooklyn et tout ça, ouais c'est moche, c'est pas le vrai basket. C'est facile quand tu draftes tes superstars avec des pics qui sont même pas à toi. Non, mais je pense qu'il y a, tu vois, je sais pas ce que je veux dire, mais il y a un peu cette notion un peu de valeureux dans la continuité. Mais en même temps, paradoxalement, bon, je suis pas trop d'accord avec ça parce que le but c'est de gagner. Donc, enfin, quand tu gagnes, quoi. Tu vois, Raptors 2019, Lakers 2020, enfin, on pourrait en citer des tonnes et des tonnes. Hein. Charles Barkley qui va aux Suns, il y a pas trop de continuité. Quoi. Enfin bref, il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Quand on fait la liste, il y en a plein de non-continuité, mais qui pourtant gagnent. Donc en fait, pour moi, c'est quand t'es bon, t'es bon. Voilà. Et le but c'est d'être bon. Donc si tu dois aller chercher des mecs, bah, tu le fais. Mais c'est surtout que paradoxalement, ben, en dehors des 2 superstars, il n'y a pas eu tant que ça de continuité en fait sur le roster. Bah, Brad Stevens, c'est la plus grosse continuité avec Jaylen Brown et Tatum, quoi. Sinon, Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Mais comme dit, le roster autour, il a pas arrêté de bouger. Même alors Ford est parti et puis il est revenu. Enfin, je sais pas. Non, mais tu vois, c'est. Et d'ailleurs, on peut enchaîner. C'est aussi un des points, c'est que Brad Stevens, t'en parlais en GM. Pour moi, c'est sa force principale par rapport à Danny Ainge, c'est qu'il appuie sur la gâchette, quoi. Et que Danny Ainge, on est resté assez longtemps. Alors, Danny Ainge l'a fait aussi. Hein. Parfois, il a appuyé sur la gâchette, notamment Kyrie ou des trucs comme ça. Mais on voit que Brad Stevens en GM, il appuie sur la gâchette, il a des bons coups, il va les chercher, il n'hésite pas. Et voilà, tu te retrouves aujourd'hui avec un effectif où Porzingis c'était un pari gagnant, Derrick White c'était un pari pas cher, mais c'est ultra gagnant. T'as réussi à avoir Malcolm Brogdon pour rien, qu'ensuite t'as refourgué contre Jrue Holiday. Enfin, voilà, il y a aussi un côté proactif sur les trades qui à mon avis a aidé aussi à bâtir cet effectif parce que par exemple Jrue Holiday, je pense que pas mal d'équipes seraient restées dans une espèce de justement continuité, de statu quo, on a Marcus Smart, il est quand même, voilà, il était défenseur de l'année d'avant, en tout cas il avait été élu défenseur de l'année d'avant, voilà, on peut rester comme ça, on est bon, on n'est pas loin, et pourtant, non, il s'est activé, il a pris le coup sur le marché qui était là, et il a pas hésité, quoi. Et je suis pas sûr que Danny Ainge l'aurait fait, alors que là, Jrue Holiday, il serait parti ailleurs, en fait, hein, c'était un coup à saisir, et ils l'ont fait de suite, quoi. Donc ça aussi, je pense que c'est à souligner, c'est, paradoxalement, pour moi, c'est pas la continuité, enfin, à part la continuité des stars, mais comme dit, une fois que tu les as, tu les gardes, donc oui, c'est facile. Mais le côté, justement, au contraire, être capable de faire les bons moves, de prendre des risques et de les réussir. Parce que c'est pas je prends des paris risqués n'importe comment, il est aussi intelligent et il fait des bons coups, en fait. Mais pour le seul truc de la continuité des stars, c'est vrai qu'ils avaient eu la possibilité Enfin, ils avaient essayé d'échanger en plus Jaylen Brown contre Kevin Durant. C'est vrai. Et les Nets avaient refusé Jaylen Brown et Derrick White pour Kevin. Voilà. Ils avaient demandé Smart à la place de White, en fait. Et Boston avait refusé. Oui. Non, mais tu vois, même ça, même Ouais. s'ils avaient fait ça, est-ce que ça veut dire qu'ils auraient pas gagné le titre avec Kevin Durant plus Tatum? Ouais, il aurait gagné plus tôt le titre.
Bah, je sais pas. Enfin bref, je trouve ça toujours un peu surestimé, cette continuité. Comme dit. Hein. C'est du romantisme un peu. Ouais, mais c'est la bonne manière de faire un peu, c'est ça l'idée. Ben ouais, tu vois, c'est parce que nous on est parti d'en bas, on est resté avec nos gars, et puis voilà, bref. Et on n'a pas acheté notre titre, alors que bon, je sais pas combien ils payent dans la taxe. Ouais, non mais bon, bref. En fait, c'est moralement acceptable de faire des trades pour des top role players, pour des lieutenants, ok. Mais superstar, il faut pas. Non, j'exagère un peu, mais c'est quand même un peu l'idée. Et je comprends, tout le monde aime bien ce côté longue histoire, comme les Nuggets l'an passé. Bon. Est-ce que ça vaut moins bien que les Lakers qui recrutent Davis et qui ont un titre ? Bon, un titre, c'est un titre, quoi. Est-ce que c'est moins bien que les Raptors qui vont chercher Kawhi Leonard ? Bah non, je pense pas. Est-ce que c'est moins bien que Miami qui va chercher le Shaq et qui fait finale de conférence plus finale et titre en 2 ans ? Je suis pas sûr. Est-ce que je sais pas moi, la discontinuité de Miami Heat 2010-2014, enfin du coup en 2011, 2012, enfin bref, je pense qu'il y a plein d'exemples comme ça. On va pas tous les citer, mais un peu surestimé pour moi la continuité. Le but est d'être bon, qu'importe le moyen ou le timing. Non, le dernier point, c'est par rapport au style de jeu. Parce que, alors, je sais pas si t'as remarqué, mais tous les 4 ans, on a une équipe collective, toutes les décennies de l'année numéro 4. Enfin, est-ce que tu m'as compris ou pas ? Oui, tu vas parler de Détroit et des Spurs. Voilà. Ça. L'année numéro 4 de chaque décennie, on a une équipe collective, tu sais. Donc là, c'est Boston, les Spurs, les Pistons. Bref, non, qu'est-ce que je voulais dire ? L'héliocentrisme, la discussion est assez intéressante parce que, en un sens, je sais pas ce que tu en penses, mais ce modèle d'héliocentrisme est beaucoup critiqué depuis toujours. D'ailleurs, là, ça y est, hein, Dallas était en finale, ils sont géniaux. Là, ils ont perdu, ça bouge pas assez, hein, évidemment. Les role-players sont pas assez en confiance, alors que sur les tours d'avant, ça te dérangeait pas. Bref, fermons la parenthèse, mais non, cet héliocentrisme est beaucoup critiqué. Et en un sens, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais ils font pas de l'héliocentrisme, Boston, mais ils font totalement de la recherche du match-up, comme James Harden, comme LeBron James, comme Luka Doncic. C'est juste qu'ils le font d'une manière qui est très différente en fait, et c'est justement pas de l'héliocentrisme, c'est beaucoup de jeux de recherche de la chasse au mismatch, mais avec plusieurs personnes qui sont capables de le faire, et surtout avec plein de connecteurs autour qui permettent en fait de faire vivre cette recherche du mismatch. En fait, je pense qu'on se rend pas à quel point compte la valeur du supporting cast de Boston, qui ajoute presque 2 All-Stars ou 1 All-NBA à l'effectif en valeur cumulée. Et c'est pour ça que t'as pas besoin d'être héliocentrique entre guillemets, parce que du coup t'attaques ton match-up dans un tel spacing que du coup t'as pas besoin d'être James Harden pour prendre ta match-up de vitesse, parce que t'as eu ton mismatch et ton spacing est tellement optimisé que tu peux en fait, en étant juste Jaylen Brown ou juste Jason Tatum, créer un premier décalage. Et sauf que derrière, c'est pas PJ Tucker qui reçoit un ballon dans le corner, c'est Jrue Holiday ou Derek White. Et du coup t'as ce truc là de en fait, c'est pas de l'héliocentrique parce que Boston a réussi à créer une armada de role-players hyper qualitatifs autour de 2 joueurs qui ont trop de défauts et qui sont pas assez implacables pour être des joueurs héliocentriques. Mais l'approche, c'est la même en fait, et c'est pour ça que genre ça peut ne pas être passionnant à regarder, ça je le comprends très bien, mais l'approche de Boston, ça reste de taper là où ça fait mal. C'est juste que c'est pas héliocentrique parce qu'ils ont plein de joueurs qui sont capables de le faire, et ils ont pas des joueurs qui créent des aussi gros décalages qu'un LeBron James ou un James Harden, mais par contre les mecs qu'ils ont derrière pour pouvoir amplifier ces décalages ou en profiter sont bien meilleurs. Et du coup, oui, c'est pas de l'héliocentrique, mais en tout cas, l'approche, disons, fondamentale est la même, c'est juste que l'effectif n'est pas le même. Du coup, l'effectif de Boston est... L'héliocentrique, un peu, c'est un peu la rustine à des choses que tu peux pas mettre en place parce que l'effectif est pas d'une assez grande qualité. Mais je suis pas sûr que, tu vois, si tu prends les Rockets de 2018 ou les Celtics de 2024, est-ce que l'approche est si différente que ça ? C'est juste que à côté de Chris Paul et James Harden, t'avais des plots, alors que là, à côté de Jason Tatum et Jaylen Brown, t'as des mecs qui peuvent amplifier et même créer un petit peu plus de décalage. Donc bon. Non, mais c'est ce qu'on discutait. On a beaucoup discuté, l'évolution entre le 3&D un peu statique et le 3&D moderne, qui est en fait un connecteur, qui est capable de faire vivre en décalage, de bouger. Non, mais je dis ça aussi pour 2 choses, parce que ce style de jeu, tu es très, très frontal, très recherche de mismatch, etc. Comme James Harden n'a pas gagné de titre, on a toujours dit, du coup, ça marche pas, c'est pas possible, etc. Bon, premièrement,
On voit que finalement ça peut marcher, un style de jeu assez frontal, et c'est pas forcément pour gagner le titre, c'est pas forcément obligé d'avoir la motion offense des Spurs, le jeu des Warriors, etc., etc. Bah non, en fait, avec un plan de jeu aussi simple, ça peut marcher. Et puis deuxièmement, en fait, c'est assez inédit. Je trouve, hein, c'est assez inédit parce que de mémoire, je pense que c'est la première équipe qui arrive à pratiquer un jeu qui d'habitude est héliocentrique, mais sans être héliocentrique en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est d'habitude ce style de jeu, tu le fais parce que t'as un mec qui peut tout attaquer et que t'as intérêt à lui donner la balle, et avec un plan de jeu très simple de recherche le mismatch, pick and roll, etc. Et là, Boston, en fait, ils ont un peu réinventé le concept de ce plan de jeu, il marche, mais on le fait pas avec qu'un. Et donc, en effet, on se libère un peu de parfois les faiblesses de ce système qui sont un mec qui a beaucoup la balle, qui bouge pas sans ballon, les autres ils sont très statiques, et puis effectivement ils peuvent pas être en rythme, etc. Tous les défauts qui peuvent venir avec l'héliocentrisme, eux ils ont pris le bon, ils ont pris l'attaque de mismatch, et ils ont enlevé l'inconvénient qui est que non, si on le fait à plusieurs, ok, on n'a pas un mec implacable, donc on peut le faire à plusieurs, et puis ça marche quoi. Et donc en fait on a un peu réinventé la roue, on a réinventé l'héliocentrisme sans héliocentrisme. C'est quand même c'est quand même très fort quoi. En fait, avant, c'était le l'héliocentrisme, il y avait un peu un aspect de malgré que, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc, on va faire de l'héliocentrisme. Enfin, pas malgré que, mais je saurais pas dire. Mais en gros, c'est ta seule approche possible parce que dans l'effectif que t'as, tu peux ne faire que ça. Alors que Boston est allé construire un effectif pour faire de l'héliocentrisme sans ce mec qui est capable de faire de l'héliocentrisme. Ouais. Ouais, c'est le prisme inversé, quoi. Ouais, c'est un bon résumé. Non, mais c'est particulier. Et encore une fois, à quel point est-ce qu'il faut en tirer de grandes leçons, parce que si ça se trouve, s'ils avaient perdu la finale, est-ce qu'on serait là à dire ah, c'est génial. Mais en même temps, c'est quand même notable aussi. Même s'ils avaient perdu le titre, je l'aurais quand même dit. Voilà, il faut se rendre compte qu'on a affaire à un collectif, mais pas au sens collectif où on l'entend généralement. En fait, c'est ça mon propos. J'arrive enfin à le formuler. Mais tu vois, c'est pas les Spurs, c'est pas les Warriors, c'est pas ce truc hyper collectif, chacun touche, et puis les systèmes complexes. Non, c'est juste c'est de la recherche de mismatch, mais plutôt que le faire avec un seul mec, on le fait avec plusieurs, et puis surtout, on le fait en entourant ceux qui recherchent le mismatch, on les entoure avec des mecs qui peuvent faire vivre le décalage ensuite, et ça change tout quoi. Donc voilà, ce petit profil de l'équipe de Boston, qui d'ailleurs, je sais pas si t'as vu la dernière vidéo de Ben Taylor là, il a commencé avec une stat intéressante où, alors je sais plus quel modèle il utilise, et en fait en gros il calcule que l'écart entre le moins bon joueur et le meilleur joueur de la rotation de Boston, c'est le plus faible écart qui ait jamais été traqué depuis 20 ans je crois. Et c'est au niveau de, justement des Spurs, des Pistons, etc. quoi. Donc voilà, ce côté collectif qui ressort du lot, mine de rien, avec Boston. Bref, voilà un peu pour ce point héliocentrique. J'espère qu'on n'a pas été trop confus. J'ai pas encore regardé la vidéo, mais du coup, c'est un bon point. C'est une bonne manière de résumer ça, je trouve. Ouais. Et c'est aussi, tu sais, on a fait un podcast avec Baptiste avant les playoffs, on disait sur les supporting cast. On disait, il y a des équipes qui ont beaucoup plus de profondeur, mais en même temps, Boston, il y a moins de joueurs en nombre, mais ils sont tous qualitatifs, quoi. Ils ont 6 ou 7 joueurs qualitatifs plutôt que Dallas, qu'en avait 7, 8, 9 ou 10 avec des gadgets. Mais voilà, on a ça aussi, on a une rotation qui est assez resserrée. D'ailleurs, on n'a pas eu trop de. Enfin, ils ont joué à combien là sur les playoffs, les finales Hazard là, c'était quoi, à 7, non 7 ou 8 à peine, même pas. Pritchard a un peu disparu. Ça dépend des blessures aussi, quoi. Mais oui, Pritchard a un peu disparu sur les playoffs. Il est passé de 20 minutes par match avant le dernier tour. Et sur le dernier tour, il est passé sur les finales, il était à 10 minutes par match. T'as Sam Hauser qui a un peu plus joué, du coup. Ouais. Ils ont essayé Tillman, qui avait du bon et du moins bon. Ils ont pas essayé Cornet. Ils ont bien fait. Ouais, mais tu vois, ils ont essayé Tillman quand il n'y avait pas Porzingis. Mais quand il y avait Porzingis, on est retourné sur la rotation un peu resserrée de seulement Horford ou Porzingis, quoi. Seulement Horford ou Porzingis. Parfois les deux. Parfois les deux ensemble sur le terrain. Mais c'est vrai que moi, ça me fait penser un petit peu au chapitre de Ben Taylor. Tu vois, il l'a mis dans sa vidéo apparemment, mais il avait aussi écrit un chapitre dans son bouquin sur le Lone Star Illusion, où tout le monde disait que Nowitzki avait gagné son titre tout seul en 2011. Alors qu'en fait, si tu fais un agrégat de tous les autres joueurs, donc les Sean Marion, Jason Terry, Chandler, Jason Kidd, et si tu additionnes leurs valeurs, et tu avais aussi les Stojakovic, Stevenson et tout, en fait, tu te rends compte que c'est genre avoir un bon supporting cast qui soit aussi
très polyvalent et qui puisse performer dans différentes match-up. Et là, on revient un petit peu au premier truc que tu as dit sur genre les playoffs sont vraiment des match-up et c'est encore plus exacerbé cette année. Bah, en réalité, Nowitzki était pas tout seul, il était juste toujours accompagné de joueurs très compétents qui remplissaient du coup d'autres missions à côté qui lui permettaient de briller. Ouais. Et t'as un peu ce truc-là la valeur du supporting cast, elle est beaucoup plus difficile à percevoir parce qu'elle est beaucoup plus, je sais pas, c'est comme si tu mets du sirop dans l'eau, enfin plus tu mets de l'eau, si tu veux, moins c'est rouge, la grenadine. Bah c'est un peu pareil, je trouve, avec la valeur du supporting cast. En fait, plus il est gros, plus ça va être dilué, en gros, la valeur. Mais en fait, t'as toujours que 5 joueurs sur un terrain de basket, donc la valeur, en fait, elle reste la même. C'est juste que si la valeur du supporting cast, si elle est diluée sur 7 joueurs, tu vas moins la voir que sur 2 stars. Alors potentiellement, en fait, bah, ces 7 joueurs-là ont plus de valeur que tes 2 stars. Et c'est plutôt ça qui t'aura fait passer du coup, d'avoir le titre ou de dominer autant en saison régulière. J'ai rien compris à l'analogie. Je pense que c'est parce que tu l'as pas fait avec du sirop, t'as dû le faire avec du pastis juste avant l'enregistrement. C'est peut-être pour ça, mais non, alors, effectivement. Avant de finir, juste un mot, tu as écrit un article sur le futur, sur le futur de Boston, hein, qu'est-ce qui va se passer, etc. Un article sur QI Basket. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur la construction de l'effectif? Est-ce que certains, il va falloir faire des choix sur certains joueurs? Qu'est-ce que le salary cap, ça en est où? Où est-ce qu'on en est pour le futur? Est-ce qu'on aura une deuxième chance avec le même effectif l'an prochain, par exemple? Eh ben, Cornet est agent libre déjà, donc potentiellement s'il arrive à le re-signer, c'est au minimum. Je crois que Tillman a une option de joueur sur son minimum, donc potentiellement lui pourrait partir aussi. Et ensuite, tu pourrais repartir avec exactement le même effectif. Après, ça va te coûter cher. Et moi, le truc, ce qui me pose question, c'est l'intérieur du coup, parce que Porzingis va avoir une opération là cet été. Orford, il va bien finir par vieillir un jour. Donc t'as un peu ce truc-là de est-ce que tu repars avec le même secteur intérieur qui peut du coup un petit peu s'effondrer l'année prochaine. Qu'est-ce que tu fais de Pritchard que tu as signé du coup sur 4 ans avec un contrat qui est pas énormissime mais que tu as quand même re-signé sur 4 ans et qu'en fait tu peux pas vraiment faire jouer en playoff. Et tu as aussi l'idée de qu'est-ce que tu fais de la prolongation de White et de Jason Tatum qui peuvent être faits dès cet été quoi. Et en fait l'année prochaine avec le Supermax de Jaylen Brown qui commence, juste avec Al Horford, Brown, Tatum, Holiday, Porzingis et White, ils sont déjà au-dessus de la luxury tax. Juste avec ça. Donc ça veut dire que derrière, il te reste le contrat de Pritchard et le reste, c'est Sam Hauser et du minimum, quoi. Donc comment tu vas naviguer autour de ça? Et puis après, l'année d'encore après, t'as Brown et Tatum qui auront leur Supermax qui aura commencé. Et là, va falloir arriver à faire du feu avec des bouts de bois mouillés, quoi. Donc, à voir. Sachant que tu n'auras plus Al Horford, a priori. Non pas l'an prochain, mais dans 2 ans, tu n'auras plus Al Horford. Ouais. Donc, si tu veux aller chercher un joueur de cette qualité de rotation, ça se fera pas avec un salaire minimum, a priori, pardon. Non. Je m'étouffe quand je parle à Horford. Non, mais ouais, il y a un peu ce truc. Alors après, effectivement, ils seront au niveau de la luxury tax, pardon. Ils pourront dépasser, mais le problème, c'est qu'avec la nouvelle règle, tu peux pas dépasser trop parce que si tu dépasses le second apron, Ouais. ok, tu payes des taxes, mais en plus, t'as des contraintes en termes d'assets, de tour de draft, etc. Donc c'est compliqué, quoi. C'est C'est compliqué. ça. Et au bout d'un moment, je crois que si tu te dépasses trop longtemps, en plus, ce second apron, t'as des trucs qui viennent, t'as un peu des trucs qui font que ça devient encore plus compliqué. Je sais plus, faut demander au mec Oui, du trade c'est qui des s'y gages. connaît. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand tu dépasses trop de 50 millions, t'as un gage, tu joues les matchs avec une main dans le dos, des trucs comme ça, ouais, effectivement. Et aussi, putain, j'arrive plus à me concentrer là, ça fait trop longtemps, j'ai plus l'habitude d'enregistrer aussi longtemps. Mais et t'as aussi le truc qu'apparemment c'est Elias du coup au trèfle qui lit beaucoup les insiders un peu qui sont proches des propriétaires et un peu et des beatwriters qui disaient que les propriétaires commencent à en avoir un peu marre d'envoyer des millions et des millions dans la taxe tous les ans aussi. Donc à voir combien de temps ça va tenir, ça aussi cette volonté de un petit peu de pas dilapider l'argent, mais disons que ça coûte de l'argent à quelqu'un quand même tous ces trucs. Ouais, mais Donc tu sais où il va l'argent? pas chez moi en tout cas, ou alors je l'ai pas Non, encore reçu. non. L'argent, il va dans la poche des autres propriétaires NBA qui sont en dessous du cap, en fait. Donc je suis pas sûr que ça bouge beaucoup cette affaire.
Parce Tu que penses? t'as des proprios qui vont râler, mais t'en as d'autres qui vont dire bah non, mais nous ça nous va, t'as qu'à pas dépenser autant. Hein. Nous, l'argent, c'est nous qui le récupérons en fait. Hein. C'est ça la taxe, hein, il me semble. Hein. Oui, alors, mine de rien, il y a Pritchard qui pourrait être échangé, donc peut-être, mais après, tu vois, il y a des Boston, l'avantage, c'est que tu as un Sam Hauser qui est pas payé cher du tout, qui, à mon avis, peut prendre encore plus d'importance dans la rotation, et tu as aussi des jeunes, hein, notamment, je pense à Springer, pourquoi pas pour un rôle un peu gadget, mais surtout Jordan Walsh, sur lequel il y a aussi des attentes peut-être pour plus tard, qu'il n'a pas joué parce que l'effectif était costaud, mais voilà, Jordan Walsh, tu me contredis pas, hein, enfin, tu me contredis si tu me contredis s'il faut, pardon, mais Jordan Walsh, choix du premier tour, a priori, on peut espérer qu'il devienne un mec de rotation un jour, quoi, et pas payé cher avec un contrat rookie. Oui, oui, puis Sam Hauser va devenir pour moi un élément de rotation assez tangible aussi, même en playoff. Hein. Je pense que tu peux lui filer 15 minutes, 20 minutes, 15 minutes par match en playoff. Je ne l'ai pas trouvé si problématique que ça défensivement, et le spacing qu'il Non, apporte, c'est vraiment bon. ouais, on est d'accord. On est d'accord. Bon, voilà un peu pour l'article à voir sur quoi sur QI Basket, hein, c'est ça, Azad? Oui, exactement. QIBasket.net, magnifique promotion de la part de Azad, très enthousiasme Ben non, mais à qu'est-ce l'idée de qu'il y nous a? renvoyer vers l'article. Mais non, mais j'en ai parlé en plus en plein milieu, donc c'est bien, genre, C'est c'est un vrai, fil c'est vrai. conducteur. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur ces finales? Est-ce que tu as d'autres leçons à tirer de ces finales? Est-ce que tu as d'autres éléments tactiques? Est-ce que tu as envie de tout jeter à la poubelle et de dire que les Knicks auraient pu gagner contre Boston? Vas-y, je te laisse carte blanche pour finir. Ça, tu veux me faire parler à ta place, là. Non, non, bah écoute, moi j'aurais préféré le gagner en 2022 avec Marcus Smart que cette année, mais je prendrais cette année comme lot de consolation. Ouais, très bien. Eh bien, Azad, on se donne rendez-vous en 2038 alors pour Pour le la numéro prochain? 19. Ouais, Allez, pour la ça bague marche. numéro 19 en 2039. Bref, mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le Basket Lab pour discuter de ce bilan des finales. Et bah avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et j'espère en tout cas que ces playoffs et cette année vous auront plu sur le Basket Lab. Comme dit, hein, officiellement, c'est la fin de la saison 2024. Mais donc, je voulais aussi en profiter, non pas juste pour l'épisode, mais aussi pour vous remercier pour cette année en entier, qui a été très très riche, hein, pour le coup. Première année où on couvre l'actualité pour de vrai, plutôt que simplement des sujets un peu en parallèle de l'actu. Donc voilà, et puis aussi pour les playoffs, finalement, parce que ben voilà, j'ai eu 2-3 petits soucis qui ont fait que on n'a pas fait les playoffs comme je pensais faire. Notamment une panne internet qui fait que c'est pas possible de faire des streams. Hein. Donc à la base, le plan c'était de streamer tous les soirs, en tout cas beaucoup, faire une espèce de radio libre. Bon, on n'a pas pu le faire cette année parce qu'avec ma petite box 4G, ça passait pas. Puis après, au final, j'ai eu d'autres problèmes qui faisaient que, bref, on s'en fiche. En tout cas, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Mais finalement, on s'en est quand même plutôt pas mal sorti, hein, je trouve, en termes de podcast, en termes de vidéos. J'avoue que moi, c'est peut-être les playoffs où je me suis le plus amusé à couvrir. J'ai jamais couvert aussi dans le détail tout ce qui est bataille tactique, tout ce qui est couverture un peu au jour le jour, donc c'était très fun. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que la partie un peu vidéo, bon, c'est pas parfait, on n'y est pas encore, hein, on est d'accord, c'est vrai que c'est très long, c'est un peu mon défaut de toujours, mais voilà, on commence à développer des concepts aussi en vidéo, décryptage vidéo, donc voilà, j'espère que ça aussi ça vous plaira, mais pour le coup, pour de vrai cette fois, c'est vrai que si vous pouviez soutenir le podcast avec des petites étoiles sur iTunes ou alors même un commentaire iTunes, c'est encore mieux pour le référencement, etc. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, ça fait vraiment très plaisir. Et comme dit, c'est aussi un moyen de faire grandir le podcast, comme ça tous ensemble on va finir par tous parler tactique plutôt que de legacy. Et on va laisser ESPN de côté. Mais donc voilà pour ce podcast et voilà pour aujourd'hui aussi et pour cette saison donc. Et ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'épisodes déjà en réserve. Moi je vais me reposer un peu là pour le coup, on a une petite semaine ou deux, mais j'ai de la réserve, donc il y a des épisodes qui devraient arriver très bientôt, et donc notamment notre série des bilans de la saison, la série des stats de la saison, dans lequel on fait des bilans de équipe par équipe. J'en ai pas mal déjà tourné, on va pouvoir commencer à les publier, et puis à la free agency, et puis à la draft aussi avant la free agency, il y aura plein de choses à discuter, et puis sans doute un top 100 cet été, et peut-être une saga d'intersaison, mais peut-être plus light, parce que j'ai quand même beaucoup moins de temps cet été que d'habitude, donc peut-être une saga un peu particulière cet été, vous verrez, un peu plus light que d'habitude, mais en tout cas, les stats de la saison et le top 100, a priori, ça devrait être pour sûr. Donc voilà, n'ayez crainte, on se retrouve très bientôt, fin de saison, mais très bientôt on se retrouve pour un prochain numéro du Basket Lab, même si je peux pas vous dire lequel pour l'instant, on verra ça. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.